Regardez ce peuple qui n'est resté qu'un siècle finalement, et regardez l'héritage monstrueux qu'il a laissé. C'est dit à l'époque par les contemporains, les plus civilisés des barbares. Toulouse, un siècle après, c'est un des centres culturels d'Europe de l'Ouest. Il y en a qui parlent de Nouvelle Rome. Il y a 2 concurrents pour récupérer la Gaule romaine, il y a les Francs et les Visigoths, il n'en restera qu'un. Dans le roman national, il n'en est resté qu'un, c'est les Francs, nous sommes des Français. Et les Visigoths, de l'aveu même de Grégoire de Tours, qui était, si tu veux, le grand chroniqueur, qui s'est mis du côté des Francs, quand il décrit les Francs et qui décrit les Visigoths mis en vis-à-vis, les plus civilisés, les plus raffinés, c'est les Visigoths, c'est pas les Francs. À côté, les Francs, c'est plus des barbares. Tout ce midi de la France, jusqu'au XIIe siècle et jusqu'à la croisade contre les Albigeois, et ça c'est un événement fondateur et très important aussi, tu as ce que tu peux appeler une civilisation occitane, la civilisation des troubadours. Tu vois, cette culture des troubadours est un petit peu héritière immédiatement, un petit peu de la Visigothie en fait. Vous avez une espèce de Visigothie qui est une espèce de super fusion et de super synthèse nourrie des apports de l'Orient, de l'Occident et de toute l'Antiquité en fait, qui va créer la matrice médiévale en gardant un peu le meilleur de l'Antiquité mais avec une espèce de rupture et une forme de modernité en fait. Petit fun fact, vous avez les capitouls de Toulouse, quand le centralisme monarchique d'un Louis XIV commence à se faire un peu pesant, en appel à l'autonomie et l'indépendance et aux us et coutumes hérités des bons rois goths. On est 8 siècles après. On peut plus voir l'histoire comme des frises avec des coupures. Voyez l'histoire comme des grandes dynamiques, comme un espèce de réseau de rhizomes, des centaines de dynamiques d'ordre économique, social, culturel, des lames de fond qui s'entrecroisent, qui se mêlent et qui de temps en temps se percutent et qui cristallisent en fait, qui précipitent. Et ça, c'est l'événement. Ça, c'est ce qu'on va retenir. Ça, c'est la date, c'est la bataille de trucs, c'est le couronnement de machin, c'est le concile de machin. Mais ça, si vous voulez, c'est la cristallisation, la face émergée de grandes dynamiques, de grands mouvements de fond. Et c'est ça qui est le plus intéressant à étudier en fait. Vous l'avez compris, on va parler des Visigoths. Les Visigoths, c'est un des grands oubliés de l'histoire. Vous en avez certainement entendu dans les différents barbares qui ont détruit l'Empire romain. Bon, des barbares, déjà, on va voir que pas trop. Et justement, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur de mon invité. Enfin, je dis invité, mais on est sur sa chaîne. Vous connaissez certainement Histoire itinérante, Arnaud. Merci Marius. Bah écoute, merci de m'accueillir sur ma propre chaîne. Mais merci surtout de proposer qu'on enregistre ce format-là autour d'un sujet effectivement qui me tient à cœur. Et c'est marrant parce que là, je reviens d'une vadrouille justement du côté de la Visigothie des Pyrénées. Et j'avais me disais entendre, j'aimerais les Visigoths, j'ai vraiment envie d'en parler. Il y a vraiment tellement de choses à en dire, tellement de vérité, en tout cas de réalité à rétablir sur ce sujet. Donc je suis trop content qu'on organise ça. Et vous allez voir, le sujet des Visigoths est un sujet qui permet de toucher plein d'autres sujets, alors plus ou moins mystérieux, ésotériques, mais c'est un portail qui va nous permettre d'aborder plein d'autres choses très intéressantes, qui va nous faire parler du christianisme, qui va nous faire parler de l'Empire romain, qui va nous emmener aussi jusqu'au monde des Francs, puis au monde du Moyen-Âge. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que tu as visité la Visigothie en France, alors que sur les livres d'histoire, c'est pas si évident que ça qu'ils étaient en France. Alors la visiter, ça revient à dire j'ai été en Occitanie ou j'ai été en Catalogne ou même en Espagne, puisque on va en parler du coup de ce royaume wisigoth et cet empire même qu'on peut dire wisigoth, même si le terme empire donne une idée d'impérialisme qui n'est pas justement vraiment la philosophie wisigothe. Mais oui, en fait, toute une partie de la France et de l'Espagne ont été le royaume, ont été par cette civilisation qui n'est même pas seulement visigothique, mais qui est une civilisation à part entière, en fait. Certains parlent de civilisation occitane, en fait. On parle des fois du Languedoc médiéval ou de l'Occitanie médiévale. C'est un chapitre de l'histoire de France qui a été assez occulté, d'une certaine façon, comme si l'histoire de la France du Nord l'avait emporté sur l'histoire de la France du Sud de la Loire. Et c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Ouais, et pour te connaître en off, toi, tous les sujets qui sont moins connus, mais qui existent dans les terres, dont on peut retrouver des traces, dont des gens peuvent parler, qui peuvent se reprocher potentiellement du paganisme, ça, c'est des sujets que nous, on aime bien. Et peut-être que tu peux te présenter justement, qui t'es et pourquoi tu nous parles de tout ça, justement. Oui, donc voilà, juste pour le préciser, effectivement, parce que de formation, en fait, je suis un ancien ingénieur d'aménagement du territoire, 34 ans aujourd'hui, et en fait, je suis revenu il y a 3 ans à ma passion de l'histoire. Alors, j'aime pas trop le terme d'historien autodidacte, au sens que ça donnerait l'idée qu'à 25 ans, d'un coup, j'ai voulu me former, comme certains, en fait, veulent apprendre la guitare sans prendre de prof. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est plutôt que l'histoire, c'est là où est l'histoire, la connaissance, même de façon générale, parce que derrière, c'est aussi la géographie, l'économie, la géopolitique, la philosophie, l'archéologie, tout ce que vous voulez, la géologie. C'est là où je mets tout mon temps de cerveau disponible et de loisirs disponibles depuis que je suis né en fait, enfin depuis que j'ai 5 ans si vous voulez. Et j'ai accumulé de la connaissance en fait pendant 33 ans en fait. Il y a 2 ans, j'ai créé du coup j'ai eu l'appel de l'écriture et j'ai créé mon site web qui s'appelle Histoire itinérante où je fais de la vulgarisation historique à l'écrit en fait. De la même façon que certains font ça sur YouTube en vidéo, moi je fais ça à l'écrit en fait, par des articles, par des séries. Et j'ai aussi tout un volet, donc comme ça tout le monde, les gens qui le savent ici savent. Découverte, voilà, nature, patrimoine, et les deux se rejoignent par rapport au thème historique que je suis. Je vais beaucoup sur le terrain,
Et donc je visite beaucoup de lieux, de petites merveilles architecturales, historiques, et puis des sites naturels aussi, parce que j'aime aller dans la nature, comme beaucoup de monde. Et du coup, de ça, je le valorise en fait, et je le restitue un peu par de la photo, du vidéo, reportage. Donc tout se nourrit un petit peu en fait. Ouais, et tu dis que t'es pas encore sur le format vidéo, mais justement, on va travailler sur tout ça parce que moi je trouve que tu as beaucoup de connaissances. On avait déjà fait la vidéo sur la bête du Gévaudan qui a très bien marché et je trouve que tu as encore beaucoup de choses à dire et parce que j'aime le format vidéo, j'ai envie que tout ça, ça soit disponible sur YouTube. Les copains m'ont toujours dit que j'avais un peu un côté père Castor, au sens qu'il aime bien raconter des histoires et raconter l'histoire, un peu comme une histoire en fait, un peu comme un conte. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait la force de l'apprentissage, c'est de mettre de l'émotion dedans. Je pense que c'est aussi en fait ce qu'on va voir ici parce que l'époque visigothique, pour certains c'est un peu une transition et l'histoire a un peu loupé toutes ces transitions-là. C'est l'Empire romain, et bah hop, on est chez les Francs et non, entre-temps il y a une transition qui est vraiment longue en plus. Toi tu vas beaucoup plus dans les détails et c'est là qu'on va trouver la chaleur, mais tu as aussi cette grande vision de ce que tu appelles la méta-histoire. C'est presque un des avantages, on va dire, de l'autodidacte par rapport à l'universitaire, et c'est pas du tout un reproche. Quelqu'un qui fait une thèse, justement, il va se spécialiser, voire même s'hyper spécialiser sur une thématique précise. La condition ouvrière de 1846 à 1848 dans telle ville. Alors que quand tu es un peu autodidacte et que tu t'intéresses à plein de thèmes, tu finis par voir des liens, par voir des connexions en fait entre des civilisations, entre des dynamiques culturelles, entre des religions. Et ça permet à la fin de commencer à avoir un peu une vision globale et cohérente des choses et de voir des grandes dynamiques dans l'histoire, de voir que quelque chose, en fait, un phénomène disparaît un petit peu là comme sous le tapis et réapparaît plus tard, plus loin, des notions de temps et d'espace en fait. Bon, c'est ça qui est assez passionnant à suivre. Après, moi je suis surtout très modestement un passeur, un synthétiseur, j'ai rien découvert spécialement moi-même, j'ai mes propres théories, hypothèses, en tout cas convictions et mes propres visions. Mais globalement, surtout le cœur de mon travail, c'est de vulgariser, de synthétiser des choses qui des fois sont pas trop connues. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont cachées, que c'est un truc d'initié, de société secrète. Voilà, déjà par exemple, le corpus et le bloc avec lequel tout le monde part, a priori en France, un français de base, c'est ce qu'on a appris à l'école. C'est le programme de l'éducation nationale jusqu'à la terminale. Et ce programme scolaire, par exemple, qu'est-ce qui pour reboucler avec les Visigoths, vous êtes sur la fin, on vous parle de l'Empire romain, qu'il y a eu l'Empire un peu, la Pax Romana, pendant 200 ans, c'est super solide, ça contrôle tout le bassin méditerranéen. Effectivement, c'est quelque chose d'absolument remarquable dans l'histoire. C'est un tiers de la population mondiale, l'Europe, l'Afrique, l'Asie réunis. C'est quelque chose d'assez fantastique, l'Empire romain, du point de vue de l'historien, en fait. Ça a quelque chose de complètement remarquable et singulier et inédit. Et en fait, après, ça rentrerait dans une espèce de décadence sur lequel on fantasme beaucoup, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de parallèles qui sont toujours faits avec la chute de l'Empire romain. Voilà. Beaucoup de théories ont été émises sur ces raisons. Il y a ces visions aussi d'actualité. L'Empire romain, il serait devenu trop grand, il aurait fait trop de trucs, et du coup, il se serait effondré, comme beaucoup d'autres empires, et comme peut-être ce qui nous arriverait à nous. Voilà, la décadence des élites, etc. Et puis que les gars, ils aient passé leur temps à faire des orgies, au lieu de... ils n'étaient plus à conquérir parce qu'ils avaient terminé la conquête, et du coup, hop, ça se repose sur les acquis. C'est la même théorie que Platon fait sur l'Atlantide d'ailleurs. Les gars, après, à force de vivre dans le luxe, non mais c'est pour dire que c'est un schéma assez classique, une civilisation qui atteint son sommet. De toute façon, c'est un peu, on va dire, c'est le cycle de la nature. La croissance, le développement, le sommet, et puis on vieillit, on pourrit, on meurt, et puis il y a renaissance. Enfin, on va dire, c'est presque quelque chose de naturel, on va dire, c'est les grands cycles en fait. Mais bon, pour revenir dessus, ce qu'on apprend dans les manuels scolaires, alors sous un terme un petit peu impropre d'invasion barbare, et ça c'est intéressant, il y a Bruno Dumézil qui est un grand historien de cette période, il explique bien qu'en fait il y a une construction du thème, on a parlé d'invasion barbare qu'à partir du 19e siècle, dans une logique où on était en rivalité avec la Prusse et avec l'Allemagne. Et avant, on ne parlait pas d'invasion barbare, en fait. Donc ce terme d'invasion un peu agressive, de gars avec des casques à cornes, brutaux, barbares, sanguinaires, cruels, qui portent des peaux de bêtes, qui massacrent et qui violent, c'est un peu une construction du 19e siècle, en fait. Et pour l'exemple des Visigoths, eux, c'est pas vraiment une invasion, ils ont été invités. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que à partir du 3e siècle, en fait, alors ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il y a eu la paix, ce qu'on appelait la peste de Justinien, c'est-à-dire que à partir du 3e siècle, l'Empire romain, globalement, on va dire le monde romain, donc vous imaginez l'espace Europe, Méditerranée, Proche-Orient et Afrique du Nord, s'est pris des grosses épidémies, notamment ce qui aurait été une peste, a priori un peu à l'image de la peste noire de Justinien, qui zigouille de un tiers à la moitié de la population du monde romain quand même. Il faut imaginer ce que ça représente. Il y aurait même eu aussi pour l'instant des éruptions volcaniques, des cataclysmes, des petits changements climatiques qui font, voilà, c'est un peu un grand classique dans l'histoire, des catastrophes naturelles, perte de population, famine, on passe dans une période plus chaotique. Du coup, l'Empire romain, c'était un monde de frontières, en fait, ce qu'on appelait le limes.
avec des garnisons, tout ça, mais en fait qui étaient entourés de peuples. Les Romains, ce qu'ils avaient conçu, c'est qu'ils avaient mis ce qu'on pourrait appeler des peuples tampons, c'est-à-dire que de l'autre côté de leurs frontières, on va dire, pour faire ça, vous avez votre mur d'Adrien, le fort, le peuple de l'autre côté, c'est pas forcément un ennemi de Rome. En général, ils ont été clientisés, on a des relations commerciales avec eux. Mais voilà, ça varie, on fait du commerce, de temps en temps peut-être qu'ils viennent faire un raid, bon, ça oscille entre eux, ils sont alliés, ils se retournent, etc. Bon, ça c'est la finesse de la géopolitique antique. Et alors, les Visigoths, eux, ils entrent dans l'histoire, on va dire, du point de vue des Occidentaux, quelque part vers le 3e, 4e siècle, du côté du Limès, du côté de la mer Noire et de ce qu'on a aujourd'hui, de l'Ukraine actuelle en fait, si vous voulez, vers le Dniepr, vers la grande steppe, et puis voilà, Roumanie, Dacie, on appelait ça la Dacie à l'époque. Donc en fait, les Goths, ça aurait été des peuples qui étaient installés là, de l'autre côté en fait de la frontière romaine, avec qui il y avait eu des relations. Les Grecs avaient déjà fondé des colonies il y a longtemps avant dans cette zone-là. Alors après, il y a la théorie, on va dire, conventionnelle académique, c'est que ces Goths, ils seraient originaires de Scandinavie, ce seraient des Germains, des Nordiques en fait. Ce qui expliquerait qu'on retrouve dans leur cosmogonie et leur mythologie, ce qui est aujourd'hui la mythologie nordique en fait, les Eddas, Odin, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une île au large de la Suède, qui est d'ailleurs une île sacrée, connue pour être une île sacrée, qui s'appelle Gotland. Et il y a plein de termes et de toponymes qui vont avec les Goths. On a retrouvé des traces archéologiques. Donc la théorie, en fait, c'est qu'ils viendraient de Scandinavie et de Suède. En fait, les Goths, qu'ils y étaient vers le 2e siècle. Puis, à un moment, ils traversent, on va dire, Russie, Biélorussie, l'Europe de l'Est, le Danube, et ils vont s'installer juste de l'autre côté de la frontière avec les Romains. Donc c'était un peuple qui était... les grandes caractéristiques, les propriétés, on va dire, de ce peuple... peuple de nomades ou semi-sédentaires, mais globalement des pasteurs nomades qui vivent en chariot, etc. Peuple de cavaliers, excellence dans le domaine de la métallurgie et de l'orfèvrerie, et langue a priori indo-européenne. La construction aussi, non? Alors, difficile de dire qu'ils sont des bâtisseurs au moment où ils sont pasteurs nomades, mais c'est intéressant de citer le fait que ce seraient des bâtisseurs, parce que il y a une autre théorie qui a été développé notamment par Gérard de Sède, qui dit qu'en gros, les Goths, en fait, on peut les relier en termes de filiation à d'autres peuples qui ont porté des noms différents, mais en fait, ce serait, si vous voulez, le même peuple, une même ethnie. Il ne faut pas entendre un peuple au sens d'une ethnie, au sens ethnique, en fait, mais plutôt au sens culturel, en fait. Des gens qui partagent des traditions, une culture unique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, qui se ressemblent tous et qui, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pas une idée de race, quoi. Et alors lui, ce qui suppute, c'est que en fait, les Goths, ce seraient des Indo-Ariens, donc des Ariens. Alors Ariens, on va faire une petite précision ici. Alors Ariens avec un Y à ne pas confondre déjà avec l'arianisme, qui est un courant chrétien qui a été considéré comme une hérésie, dont on en reparlera parce que les Visigoths se convertiront à l'arianisme une fois qu'ils seront en Europe, mais on y reviendra plus tard. Arien avec un Y, donc c'est ce qui désigne en fait, c'est un terme qui est utilisé avant pour désigner les peuples originels, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles de langue indo-européennes. En fait, c'est par la linguistique qu'on a pu prouver que plein de peuples qui vivent aussi, que ce soit le grec, le latin, le germain, tout ça viendrait d'une même proto-langue en fait, viendrait d'une même matrice en fait. C'est pour ça qu'on parle des langues indo-européennes, qui ont deux grandes familles, indo-arienne et indo-iranienne. Et bref, tout ça pour dire que les Goths feraient partie en fait de ces espèces de peuples qui sont sortis en fait de l'Himalaya. Il y en a qui sont descendus en Inde, c'est ce qui donnera, c'est les fameux Aryas qui apporteront les Védas et qui formeront la matrice en fait aujourd'hui de l'hindouisme. En fait, les Celtes aussi seraient des Indo-Ariens. Quand on parle des peuples indo-européens, les Celtes en ont fait partie. C'est des peuples qui seraient a priori sortis quelque part de la région des steppes ou de l'Himalaya, de l'ouest de l'Himalaya et de la région, on va dire, des steppes, et qui seraient arrivés en Europe de l'Ouest après de longues migrations. Et si on peut dire ça comme ça, des Goths, ce seraient des peuples qui seraient sortis de là, un peu comme les Celtes, mais les derniers à être sortis dans l'histoire, en fait, plus tardivement. Et alors, ce qu'explique Gérard de Sède, je fais rapidement, mais vous pourrez lire ça dans son ouvrage vraiment très intéressant qui s'appelle « Le mystère gothique ». Il explique qu'en fait, il serait passé d'abord par la Perse, où il correspondrait au peuple Mède, qui avaient les mêmes caractéristiques, des métallurgistes, des orfèvres, des brillants cavaliers, des bâtisseurs. Les Mèdes, c'était les gars qui construisaient les palais des Perses Achéménides à l'époque. Ensuite, on les retrouverait quelque part vers la mer Caspienne, et en fait, ce serait un petit peu les Scythes et les Sarmates, qui sont bien connus des Romains pour être des peuples de cavaliers des steppes. Potentiellement, ce serait un petit peu plus ou moins le même peuple, en fait. Et à la fin, les Grecs nous parlent à l'époque
d'Hérodote, Diodore de Sicile et tout ça, c'est pas tout à fait les mêmes époques, mais il nous parle des Guettes. Il nous parle des Guettes, qui est ce peuple qui vivrait justement donc de l'autre côté du Limès, donc au niveau de la Crimée, Ukraine actuelle, jusqu'au début des Carpates, voilà, pour faire simple. Et ils sont là vers le 3e, 4e siècle, et c'est là qu'ils entrent dans l'histoire occidentale. Là, il faut avoir des visions un petit peu macro et mettre les choses en perspective, c'est que vous avez les Huns, qui est un autre peuple des steppes, mais après plutôt d'origine turco-mongole, qui, lui, alors, il aurait peut-être été repoussé par les Chinois. Vous avez ce qu'on appelle la steppe euro-asiatique. C'est une immense steppe tempérée qui va de l'Ukraine, globalement, et de l'Europe de l'Est jusqu'à la Mongolie, en fait. Et ça, c'est un couloir et une autoroute, si vous voulez, à peuple de cavaliers depuis la nuit des temps. C'est pour ça que vous avez des Huns qui ont pu passer... si vous voulez, c'est une steppe continue sur 6000, 7000 km de la Mongolie et qui vous amène, en fait, pas jusqu'à Vienne, mais presque, en fait. Et donc, les Huns, ils arrivent par là. Et donc, en fait, ils poussent un peu sur leur passage d'autres peuples qui vivent là, qui sont semi-sédentarisés, parce que les Huns, c'est un peuple qui vit qui est complètement nomade, qui vit de razzia, de pillage, en attaquant des gros voisins, on va dire. Ça met la pression, et donc ce qui se passe, c'est que vous avez des peuples, on va dire les Goths, qui sont sur le côté de la frontière, demandent aux Romains à pouvoir passer de l'autre côté, à pouvoir passer du côté romain de la frontière, à pouvoir s'établir pour se protéger et se sécuriser leur peuple. Les Romains acceptent. Alors à l'époque, on a déjà eu la scission Empire romain d'Orient d'Occident, que je développe pas. L'Empire romain d'Orient leur dit « Ok, vous pouvez vous mettre au niveau de la Dacie, donc on va dire dans la Roumanie actuelle, pas loin du Danube, parce qu'en fait, il n'y avait plus trop de population là, et quelque part, c'est très bien, on repeuple la région, du coup, on en fait des mercenaires et un peuple vassal, et donc en gros, vous venez et vous devez défendre la frontière, et vous nous envoyez des hommes s'il y a besoin, donc en fait, on peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc ils s'installent là, sauf que ce qui se passe, c'est que il y a des légats romains sur place qui, en gros, ils jouent pas le jeu en fait. C'est-à-dire qu'ils sont censés leur amener les ravitailler en un certain nombre de choses, et ils le font pas. Du coup, les Goths se prennent une famine, ils commencent à avoir leurs femmes et leurs enfants qui graissent, sachant que c'est des excellents guerriers, des brillants qualifiés, enfin que c'est des solides niveau combat. D'ailleurs, les Grecs disaient qu'ils ressemblaient aux Celtes, et d'ailleurs les Grecs appelaient les Scythes ou les Goths les Scythes de l'Ouest, pour dire qu'en fait entre ces peuples il y a des caractéristiques communes, comme si c'était un petit peu quelque part, ils étaient sortis du même moule et de la même matrice en fait. Prenez les Gaulois, même si c'est le terme de Jules César, mais les Celtes qui vivaient en Gaule, pareil, métallurgie, cavalier, une mythologie, une cosmogonie et des religions et des croyances qui se ressemblent pas mal, grand respect de la nature et tout ça, pas des peuples urbains. D'ailleurs, c'est quoi un barbare? Même nous, en fait, on réutilise le terme des Grecs, en fait, on prend d'une certaine façon un peu parti, puisque un barbare, c'est un mot qui était donné par les Grecs, puis pareil par les Romains, qui sont leurs héritiers de façon spirituelle, culturelle, etc., pour désigner en fait les gens qui parlent pas leur langue, c'est l'étranger en fait. Pourquoi? Parce que quand il parle, ça fait barbare, en fait, on comprend pas ce qu'il dit. Ouais, donc c'est un terme qui est sorti en fait de sa définition et qui a pris un sens. Et maintenant, quand on entend un barbare, on va voir quelqu'un d'assez musclé, assez fort, cheveux longs. Voilà, ça a une connotation péjorative. Et puis effectivement, c'est la brute, quoi. C'est la brute en peau de bête. C'est pas le mec raffiné qui boit son thé dans la porcelaine et qui porte des toges, quoi. Et ça, pour le coup, chez les Visigoths, il y a des points où c'est vrai, il y a des points où c'est pas vrai. Ils ont quand même un peu ce physique un peu barbare. C'est des nomades. C'est pas des gens qui vivent, je veux dire, à l'époque, il faut voir que le monde grec et le monde romain, c'est un monde de villes, c'est un monde urbain. Vous avez des villas, une campagne qui est mise en valeur avec des grandes exploitations d'ailleurs, qui reposent complètement sur l'esclavage. C'est plutôt un monde effectivement de la ville. C'est la vieille opposition nature-culture en fait. En gros, nous les Grecs, nous les Romains, c'est la culture, on vit en ville, on porte des toges, on a la peinture, on a nos termes, etc. Regardez comme on est raffiné et civilisé, alors que vous en fait, vous vivez encore avec des chariots, vous avez des cultes de la nature, enfin vous vivez encore dans la nature. Nous la nature on l'a un peu dominée. C'est un petit peu cette idée-là qui va derrière. À Toulouse, de ce que j'ai compris, les Goths ont utilisé, réhabilité les termes romains qui existaient. Donc il y a des points où, oui, ils ne sont pas de la ville. Par contre, notamment, ils avaient des peignes toujours sur eux. Ils avaient des traits civilisés et ils avaient des traits de personnes. Mais en fait, juste pas spécialement de barbares, mais juste de personnes qui n'est pas urbain, quoi. Les Goths, ils sont subdivisés, on va dire, deux sous-peuples. C'est pas du tout à prendre au sens péjoratif. On parle des Ostrogoths et des Visigoths qui vivaient à côté, en fait, qui étaient... Voilà, deux racines, quoi. Ostrogoth, ça veut dire les Goths brillants. Visigoth, et c'est la même racine que wise en anglais, sage. C'est les Goths savants. C'est les Goths un peu intellectuels. Et on a des écrits justement sur ces Goths qui nous datent même d'avant des visites que quand les Grecs ont pu y aller.
ou même de cette période justement où là il y a vraiment interaction, ils rentrent dans le monde romain. Ils écrivent pas, par contre, en fait, on a des témoignages qui disent que ces gars-là, le soir, les guerriers, en fait, ils apprenaient l'astronomie, ils bossaient, en fait, ils bossaient de la connaissance, en fait. Et le fait qu'ils écrivent pas, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les Celtes. C'est ce qu'on trouve, en fait, quasiment partout. En fait, c'était plus la norme que l'exception, en fait, à savoir, effectivement, pas d'écriture, tradition orale. Après, les runes sont quand même une écriture, mais c'est pas seulement c'est à la fois un alphabet. Bon, après, ça, il faudra mieux qu'on en reparle après. Mais en gros, c'est à la fois un alphabet et en même temps quelque chose de magique et de symbolique. C'est-à-dire qu'une lettre n'est pas la lettre, je sais pas, la lettre F en français, c'est la lettre F, quoi. Alors que eux, on va dire, cette lettre F, elle était associée à une symbolique, à une mystique, à une magique. Elle avait une dimension ésotérique, en fait. Elle symbolisait plein de choses, en fait. Bon, on en reparlera des runes parce que ça, c'est un peu... quand on parlera un petit peu de l'art gothique. Mais voilà, pour faire assez vite, les Goths se rebellent. Mais attends, mais pour revenir un peu, ils sont pas rebellés tout de suite. Il y a eu un certain temps, tu as dit qu'à la famine, il a fallu qu'elle s'installe. Il a fallu à peu près combien de temps? Bon, je ne saurais pas dire, mais c'est très rapide, si tu veux. Ils s'installent et rapidement, ils ont cette problématique, si tu veux, des gouverneurs locaux qui jouent pas le jeu, qui font que du coup, les gars, ils ont leurs femmes et leurs gosses qui crèvent la dalle. Donc, révolte, comme on dirait dans Kaamelott. Il n'y avait pas eu trop de mélange avec les Romains pour l'instant. Non, là, si tu veux, les gars avaient été venus occuper, ils s'étaient installés sur des terres, mais ça, c'est ce qu'on appelait une tribu ou un peuple fédéré. Mais ça, c'était le modèle des Romains sur toute la période de la fin de l'Empire romain. Les Francs, c'est pareil. Les Francs saliens, ils sont d'abord, ils sont de l'autre côté de la frontière, ils sont du côté romain de la frontière. Et c'est un peuple fédéré. Ils sont là, ils sont installés, ils exploitent la terre, ils cultivent, ils entretiennent tout. Et ils gardent la frontière. Et éventuellement, au besoin, ils doivent envoyer des soldats pour les guerres de Rome. Donc c'était on va dire, un schéma et un fonctionnement classique, en fait. Donc là, du coup, l'empereur, comme il y a révolte, il va carrément, il prend son armée et il va les rencontrer. Et là, les Romains vont se prendre une des pires branlées de leur histoire à Andrinople. Donc là, on est en 378. Ouais, 378, il me semble. Après ça, les gars, ils peuvent carrément prendre Constantinople. Ils le font pas, mais du coup, il faut leur verser un tribut pour qu'on leur foute un peu la paix. Après, on va dire, donc, ces Goths, ils vont aller vers l'Illyrie, donc ils vont aller vers les Balkans. Ils se déplacent. Et puis alors là, je rentre pas, c'est de la géopolitique de l'époque, parce qu'il y a des rivalités entre empereurs romains d'Orient et d'Occident, qui va utiliser une tribu fédérée contre les autres pour servir. Bon, on va aller directement au but. En 410, les Goths, ils sont devant Rome. Des histoires d'otages et tout ça qu'on veut pas leur rendre. Bon, je rentre pas dans le détail. Et ils se retrouvent à piller Rome. Ça, c'est une date assez fondamentale dans l'histoire occidentale. C'est d'ailleurs un truc qui a été beaucoup représenté. Alors là, les Visigoths, ils attaquent pas les églises, hein. Ils vont piller tout ce qui est impérial romain, ils vont se servir, ils vont prendre le trésor de Rome, mais par contre, ils épargnent les gens d'église, ils épargnent les églises, ils détruisent pas tout, quoi. Faut pas avoir ça, c'est pas juste du point de vue de ce qui s'est passé. Après, en gros, et là, il se passe un truc par contre très important dont on aura l'occasion de reparler, c'est qu'à Rome, il y avait des trésors. À Rome, vous avez 1000 ans d'accumulation de tout ce que Rome et les Romains ont pu prendre chez tous les peuples qu'ils ont réduits et toutes les terres qu'ils ont conquises. Et en 70, les Romains, ils avaient notamment pillé Jérusalem. Et on faisait même l'Arche de Titus à Rome, qui représente les armées de Titus, qui ramènent notamment la Mémora. Donc ils avaient pillé, a priori, les reliques sacrées du peuple hébreu. Avec l'Arche d'Alliance, elle n'est pas représentée, on ne sait pas. Et donc ils récupèrent tout ça, sachant qu'après, ils amèneront tout ça là où ils vont s'établir, c'est-à-dire en Gaule et en Espagne. Donc ça, il y a un mystère qui naît là et qui est très très étudié par le milieu ésotérique, c'est le fameux trésor du temple de Jérusalem qui était à Rome, que les Goths récupèrent et qui ira après à Toulouse. En gros, là, les Goths, ils envisagent d'aller s'installer en Afrique du Nord, du côté, en gros, Carthage et la Tunisie actuelle, parce qu'à l'époque, c'était une terre très 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 prospère du point de vue agricole. Les Carthaginois avaient été un modèle en termes d'optimisation et de développement agricole, en fait, de leur terre. C'était un des greniers à blé de Rome, hein, cette région de la Tunisie là. Mais le petit Alaric, il meurt, les Goths prennent une tempête. Bon, apparemment leur dieu leur a dit c'était pas par là qu'il faut aller. Donc changement de plan. Là, ils traversent les Alpes et en fait ils s'établissent en gros tout le midi de la France, pour faire simple, qu'ils vont conquérir pendant plusieurs décennies. Et ils passent aussi de l'autre côté des Pyrénées, côté espagnol, sur la péninsule ibérique, qu'ils occuperont quelques décennies après quasiment dans l'intégralité, à quelques endroits près où il y a encore des tribus ibères ou basques qui gardent un peu leur indépendance. Voilà. Et là, ils fondent ce qu'on va appeler le royaume de Toulouse.
Et du coup, tout ce qu'ils avaient pris aux Romains, ils leur ont rendu. Non, là, ils fondent vraiment un royaume autonome et indépendant. Là, on est vraiment en plein dans l'époque des invasions barbares, où vous avez les Francs, les Alamans, les Vandales, les Burgondes qui sont entrés par le nord. Là, si vous voulez, l'Europe de l'Ouest romaine a sauté, en fait, à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Romains. Je veux dire, c'est là qu'il faut penser, effectivement, tu parlais de ça tout à l'heure, la question des transitions. C'est-à-dire que les gens, déjà quand les Romains sont arrivés, c'était des Celtes, des Gaulois. Du jour au lendemain, ils ne sont pas mis à porter des toges et à parler en latin. Alors, le phénomène, on va dire, c'est comme un phénomène d'irradiation, quoi. C'est d'abord les villes où ça va se romaniser, mais le fin fond des campagnes, pensez que le fin fond de la Creuse, en 50 avant Jésus-Christ, il est officiellement sous domination romaine, pas du tout. C'est pareil avec les religions et le christianisme, d'ailleurs. Entre le moment où ça arrive, ça pénètre, ça commence à se diffuser, en général autour des villes, autour des grands axes commerciaux, des grandes routes, et le moment où ça atteint le fin fond de la vallée de la montagne à 3000 mètres, il se passe quelques siècles, hein, voire ça se réalise jamais. Bon, je referme la parenthèse. Donc à cette époque-là, tout saute en fait. Les institutions romaines, le monde romain s'écroule. Mais en attendant, vous avez toujours des aristocrates romains avec leurs villas. Je veux dire, la Gaule est couverte de villas. Vous avez le droit romain. Et après, donc selon les peuples barbares, et c'est là que c'est intéressant de voir justement en quoi les Visigoths sont vraiment un cas unique et singulier, c'est que les Visigoths, c'est ceux qui vont être les plus... Et c'est dit à l'époque par les contemporains, les plus civilisés des barbares. C'est-à-dire que, pour le coup, les Alamans ou les Vandales, si on a gardé le terme des Vandales, c'est pas non plus pour rien. Les mecs, là, on pourrait dire que c'était un peu... c'était bien bourrin, quoi. Ça détruisait. Et... Les Visigoths, c'est pas du tout ça. Eux, ils s'établissent, ils conservent, ils vont entretenir tous les bâtiments civils, ils vont respecter les us et coutumes, ils vont créer une espèce de tolérance civile et religieuse. En fait, ils s'installent, mais déjà, ils sont accueillis comme des libérateurs à beaucoup d'endroits. Et si vous voulez, ils donnent plus ou moins une espèce de liberté. Enfin, il y aura une certaine liberté paysanne sous eux, et ils vont créer un Toulouse, en fait, en un siècle après. C'est un des centres culturels d'Europe de l'Ouest, en fait. À l'époque où Paris n'est encore qu'une bourgade. C'est presque il y en a qui parlent de Nouvelle Rome, en fait, ou d'un endroit qui peut rivaliser en termes de taille, de beauté de la ville et de concentration, on va dire, culturelle, institutionnelle, etc., avec Rome ou Byzance, en fait. Donc ils ont fait de Toulouse leur capitale. Et là va durer ce qu'on va appeler le royaume de Toulouse, qui va durer à peu près un siècle, en gros, des années 400 et quelques aux années 500, 520. Puisqu'après, il y a un autre peuple qui rentre dans la scène de l'histoire et qui a laissé, comment dire, un plus grand héritage que les Visigoths, c'est les Francs. Parce que, en fait, vous avez un peu deux concurrents. En gros, c'est, si je vous fais un peu une phrase qui est un peu, voilà, il y a deux concurrents pour récupérer la Gaule romaine. Il y a les Francs et les Visigoths. Un seul peut l'emporter, quoi. Il n'en restera qu'un. Bon, il en est resté, en pratique, en théorie, dans le roman national, il n'en est resté qu'un. C'est les Francs. Nous sommes des Français. Le royaume de France. Les Visigoths, les Occitans savent. Mais quand vous êtes, si vous, un peu comme moi d'ailleurs, vous êtes né dans la région parisienne, et l'héritage wisigoth, il n'est pas perceptible culturellement, localement, en fait. C'est quelque chose que vous retrouvez sur place dans les traditions. Mais bon, on va reparler aussi un petit peu de tout ça. Mais donc, vous avez les Francs. Les Francs, c'est pareil, c'était une tribu fédérée des Romains, et puis qui commence à prendre un peu du pouvoir, puis qui commence à la jouer solo, en fait, hein, tout simplement. Sachant que vous avez encore des institutions, des générales romains, des légions romaines, vous avez encore des trucs qui traînent, par exemple Aetius. Après, il y a les Huns aussi qui arrivent, en 400, dans les années 430, les Huns, là, eux, ceux qu'on fameux, justement, qu'on poussé, c'est eux qui ont poussé, en fait, tous ces peuples à passer le Limès, à passer la frontière. Les gars, en fait, ils veulent protéger juste leur peuple, quoi. Enfin, les Huns, je vais reprendre une métaphore que fait Laurent Héninger, un historien militaire. C'est des skinheads de l'époque, quoi. C'est vraiment... c'est très, très, très violent quand ça vous tombe dessus, quoi. Et ça laisse pas grand-chose derrière, quoi. Alors, c'est sûrement exagéré parce que c'est écrit aussi par les ennemis. Donc, il faut toujours se méfier de la façon dont, comment dire, une civilisation est décrite par celles qui immédiatement sont ennemies, quoi. En général, c'est rarement neutre et objectif. Mais bon, quand même, les Huns, ils faisaient quand même suffisamment peur pour que tous les peuples germaniques, qui n'étaient pas non plus des enfants de cœur qui buvaient du thé dans la porcelaine, ils se sentent obligés ils veulent se réfugier, quoi. Enfin, ils veulent s'éloigner de cette menace, quoi. Attila d'ailleurs, ça c'est rigolo. Attila, tu sais, on a l'image du barbare poilu, tu sais, habillé, tu sais, comme un mongol. Attila, en fait, il y avait une pratique à l'époque qui consistait à s'échanger des otages. C'est-à-dire qu'en gros, je te donnais...
quand je scellais une alliance, tu sais, entre moi, Rome et, on va dire, les Huns, bah moi, je te file des otages, des aristocrates ou des gens, tu vois, promis un bel avenir, on va dire, et tu m'enfiles, tu vois, c'est un peu les garants. Mais c'est ce qu'il y avait dans Camelot, le roi qui avait été envoyé à Rome. Exactement. Il montre avec ça quelque chose qui a été vraiment une grande pratique et un vrai phénomène, puisque au champ catalonique, qui est une bataille très importante de l'histoire, vous avez Aetius, qui est un général romain, qui en fait a rassemblé un peu tout ce qui restait de forces vives, on va dire, les rebelles contre l'Empire, quoi. Il va chercher du franc, il bricole avec un peu, vous voyez, à la fois des peuples, entre guillemets, barbares qui sont maintenant en France, et ce qui reste de Romains, on va dire, de légions romaines, quoi, de soldats romains, de légionnaires, pour battre Attila. Sachant que Aetius, il a été otage chez les Huns, et qu'Attila a été otage chez les Romains. Ça, c'est important, parce que ça veut dire que chacun connaît les forces et les faiblesses de l'autre. C'est la même chose avec la forêt de Teutobourg, la fameuse bataille où les Romains se perdent les 3 légions de Varus dans la forêt de Germanie, qui est un des grands traumatismes, même si en pratique c'était surtout symbolique. Ça c'est un truc qui est fascinant chez l'Empire romain, c'est leur capacité de résilience. À Cannes, les gars se font éliminer 50 000 hommes. C'est une des pires même pendant la Première Guerre mondiale, bon encore une digression, désolé, mais même pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas atteint des taux de mortalité. Même les batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale, c'est moins pire que la bataille de Cannes dans les années 200 avant Jésus-Christ, avec Hannibal, Carthage contre Rome. Les gars se font massacrer, mais charcuter, 50 000 gonzes, voire plus, d'un coup, là comme ça en quelques heures. En gros, d'un coup, t'as tous les hommes adultes de Rome qui sont rayés de la carte. Bah les gars, quand même, ils se sont pas rendus, et quelques années après, ils remontent une armée. Donc c'est pour dire qu'ils avaient une résilience quand même assez intéressante, les Romains. En gros, les gars lâchaient jamais, quoi. Et donc à Teutobourg, justement, Aetius, pareil, c'est un gars qui a été un otage chez les Romains, donc il connaît parfaitement les faiblesses de l'armée romaine. Tu vois, il sait qu'en gros, ces gars-là, ils sont imbattables en terrain découvert, en bataille rangée classique, que tu peux les avoir qu'à la petite guerre, en fait, à la guérilla et à l'embuscade. C'est un peu la même chose comme dans tellement d'endroits, tu vois. Les Français feront pareil contre les Anglais en Nouvelle-France au XVIIIe siècle. Ils se feront la guerre à l'amérindienne, la guerre des bois, tu vois, parce qu'ils savent qu'en bataille rangée, de toute façon, si les gars ils ont 3 fois plus de gonzes, bah c'est le plus fort qui l'emporte, quoi. Aetius rassemble en gros tout ce qui traîne en Gaule, en fait, du légionnaire romain. Il y a les Francs viennent, ils seraient menés en théorie par le fameux Mérové, qui serait l'ancêtre légendaire de Clovis. On sait pas vraiment sûr qu'il existait, le gars, mais a priori c'est lui en théorie qui serait présent là. Et les Visigoths, qui sont déjà installés, ils envoient, c'est carrément Théodoric, le roi, qui vient à la tête de ses troupes. Alors a priori, c'est d'ailleurs eux qui auraient permis d'obtenir la victoire. Théodoric meurt pendant la bataille. Et là, voilà, à ce moment-là, on va dire la menace 1 est repoussée. Et donc à partir de là, on peut dire... Et les Francs, ils ont obtenu vachement... Les Francs, ils ont joué un grand rôle aussi quand même pendant toute cette époque. Et en fait, ils vont commencer à jouer leur propre carte, tu vois. Et Clovis, c'est un mec, au départ, il a l'équivalent d'une région, en fait. Il est installé vers Cambrai, on va dire, entre le nord, le Pas-de-Calais et la Belgique actuelle, quoi. Et en fait, il va conquérir d'autres régions à la fois par de la conquête, du mariage. C'est des grands classiques en histoire, tout ça. Hein. Et au bout d'un moment, si tu veux, pour faire simple, on se retrouve à voir les Francs. En gros, le nord de la Loire, on va dire, c'est domination franque. Et le sud de la Loire, c'est domination wisigothe. En gros, quand tu arrives au début des années 500. Ça s'est restabilisé un peu comme ça. Avec aussi les Burgondes, on va dire, qui occupent la Bourgogne et le Rhône. Mais on va dire, eux, ils sont pas très ils sont pas été proactifs. On va dire c'est un tiers en fait qui a plutôt utilisé et qui est allié ou ennemi de l'un ou de l'autre en fait. Mais du coup, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que la frontière entre les Francs et les Visigoths, elle a un peu bougé quand même pendant cette période-là. Il y a des petits affrontements ou... Non, les Visigoths s'étaient établis en fait, ils fondent leur capitale à Toulouse et en gros ils s'installent sur tout le midi de la France en fait. Puis ça prend plusieurs décennies, mais globalement après l'Aquitaine jusqu'au Poitou, jusque l'Auvergne. En gros, je te dis, la zone Sud-Loire, on va dire, c'est ère de contrôle ou d'influence, rayonnement wisigoth. Et nord de la Loire, excepté Bretagne, mais on va dire, tu vois, le bassin parisien et le nord de la France et l'Est, c'est zone franque. Les Visigoths ne sont pas arrivés et tout de suite tout acquis. Il y avait des endroits entre les deux qui n'étaient pas encore vraiment... Avant, c'était la Gaule romaine. Il y a eu des traversées, par exemple, tu as les Vandales, ils ont traversé la Gaule, mais ils ont continué. Ils sont allés en Espagne et à la fin, en fait, ils terminent en Afrique du Nord, tu vois. Enfin, ça, c'est les fameux schémas avec les flèches et tout ça. Bon, t'as eu aussi les Allemands. Alors, t'as aussi les Ostrogoths. Les Goths, on va dire, dans les Goths, t'as eu les Visigoths qui sont venus. Et donc, en gros, on va dire, au début du 6e siècle, ils occupent toute la péninsule ibérique et tout le midi de la France.
On appelle ça en gros royaume de Toulouse. Et tu as d'autres Goths qui ont pris l'Italie. On appelle ça on parle des Ostrogoths, dont la capitale était à Ravenne. Donc en gros, on va dire les peuples Goths contrôlaient quand même l'Italie, la moitié de la France et l'Espagne à ce moment-là, quand on est au début du VIe siècle. Et c'était quoi les relations entre les Visigoths et les Ostrogoths? En gros, une différence fondamentale, c'est que les Visigoths s'étaient convertis, mais à l'arianisme. En gros, les Ostrogoths déjà, ils ont chez eux Rome, il y a déjà un pape, c'est pas encore le Vatican, mais il y a déjà une église romaine, un christianisme qui s'est développé. La Gaule, il y a eu déjà une christianisation. Ça ne veut pas dire que la Gaule, elle est chrétienne, mais il y a déjà des minorités et une population de foi chrétienne, de confession chrétienne, qui commence à être importante en Gaule. Les Visigoths, eux, ils se sont convertis à l'arianisme avant d'arriver en Gaule, à peu près à l'époque où ils se retrouvent à la frontière et où ils arrivent dans le monde romain, en fait, quand on était côté Roumanie et tout ça. On pourra l'en noter après une courte pause, petit problème technique. Donc tu étais en train de nous parler des Ariens. J'étais en train d'expliquer justement l'arianisme. C'est peut-être le moment aussi de faire une autre parenthèse historique importante. Il faut comprendre qu'on parle du christianisme et du catholicisme, mais en fait, il y a eu presque autant d'écoles et de courants du christianisme qu'il y a de factions des trotskistes, en fait, pour prendre une vieille explication. Après la mort de Jésus, déjà globalement, il y a deux grandes tendances qui émergent. Une qui sera globalement incarnée par Marie-Madeleine et une autre qui sera ce qu'on pourra appeler l'école de Pierre, en fait, qui donnera plus tard le catholicisme. D'ailleurs, le catholicisme, l'Église catholique se dit l'Église de Saint-Pierre, l'Église de Pierre, en fait. C'est pour ça que c'est Saint-Pierre de Rome. Dans le catholicisme, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu, donc Jésus est divin. Il n'est pas homme, en fait. Il n'y a pas d'humain en lui. Il est 100% divin, on va dire. C'est un peu le truc des inconnus, 50% homme, 50% Dieu. Bah, là, justement, pour Arius, Jésus était quelqu'un de brillant, d'exceptionnel, certes, mais un humain, un homme, issu d'une divinité, mais un homme. Et ça, du coup, ce sera considéré après comme une hérésie. Les hérésies, d'ailleurs, on les connaît vachement par les catholiques, enfin, ce qui deviendra les catholiques eux-mêmes, en fait. En gros, ce qu'il faut voir, par exemple, vous avez ce qu'on est très connu, c'est ce qu'on appelle les gnostiques. La gnose, ça vient du grec gnosis, qui veut dire la connaissance. Vous aviez plein, en fait, dans l'Antiquité, d'écoles à mystères, de traditions ésotériques, les mystères d'Éleusis, les mystères d'Isis en Égypte. Et en fait, vous allez avoir plein de syncrétismes qui font se faire voir que quand le christianisme arrive, il n'arrive pas comme ça, ex nihilo, sur un terrain vague, en fait. Vous avez des Égyptiens qui ont été hellénisés en plus depuis Alexandre le Grand, qui avaient leur propre mythologie et cosmogonie. Vous aviez les Hébreux et les Juifs. Les Perses avaient le zoroastrisme. Parce qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est super intéressant. Il se passe plein de... En fait, vous avez eu plein de prophètes qui ont eu à peu près posé les mêmes concepts et les mêmes idées aux quatre coins du monde. Vous avez eu en même temps Pythagore en Grèce. Vous avez Zoroastre, Zarathustra en Perse. Vous avez Lao Tse en Chine et vous avez Bouddha en Inde. Et tout ça, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc quand vous vous remettez au 2e siècle, en fait, par exemple, Alexandrie et l'Égypte deviendront vraiment un des endroits où se développera plutôt le christianisme gnostique et le gnosticisme, en fait. Et il y aura plein de gnostiques aussi qui seront aussi présents en Gaule. Ou en Gaule, en fait, au 4e siècle, vous avez des temples d'Isis et des temples de Misra partout, en fait. Les Romains, leur principe, c'était que vous devez fidélité et vouer le culte de l'empereur, mais à côté, vous pouvez croire à ce que vous voulez et pratiquer le culte que vous voulez. Donc il y avait quand même une tolérance religieuse quand même dans l'Empire romain, ça c'est important. À la fin, l'Empire romain prend le christianisme et le place comme religion d'État, mais c'est aussi une façon de, si vous voulez, de vous ressusciter. En fait, la France fait pareil, en fait, quand elle dit un royaume, une foi. C'est une façon de créer de l'unité politique et nationale, en fait. C'est pour ça que les Romains, d'abord, ils essaient de poser le culte de Misra, d'ailleurs, puis après, ils posent le christianisme comme religion unique, en fait. Mais c'est un geste très politique. Mais après, vous unifiez pas comme ça, et les gens, ils vont pas forcément vous suivre, en fait. Et en Gaule, vous aviez un peu de tout, en fait. En Gaule, notamment, vous aviez le culte d'Isis, de même que le culte de Mitra était très très populaire dans le monde romain, et en particulier en Gaule, depuis après l'époque de la conquête romaine. Aussi parce que vous avez plein de légionnaires qui ont notamment été en Égypte, qui après, vous savez, les légionnaires en fin de carrière, les vétérans, on leur donnait un bout de terre, donc ils s'installent, et ils ramènent en fait souvent des cultes avec eux, des endroits où ils ont été en garnison, où ils ont bossé en fait. Et c'est comme ça que vous aviez le culte d'Isis en particulier était très très très... Finalement, le fait que les Grecs déjà
avait récupéré l'Égypte via Ptolémée et la dynastie ptolémaïque. Donc il y avait déjà eu une hellénisation de l'Égypte, et l'Égypte tombe sous la coupe de Rome en même temps que la Gaule, à l'époque de César, puis d'Antoine, puis d'Auguste, d'Octave. Et donc en fait, vous allez avoir plein de liens et avoir des transmissions en fait. Vous allez avoir en fait, ça qui est marrant avec les religions, les cultures, les traditions, elles se déplacent, elles se réimplantent à d'autres endroits. Et le christianisme, lui, là-dedans, c'est un peu, un mouvement parmi d'autres qui essaie de s'implanter et de l'emporter. Et de devenir hégémonique en fait. C'est une quête d'hégémonie en fait, qui est sociale et politique. Et les Visigoths dans tout ça, peut-être pour revenir un peu plus à ça, parce que tu as quand même abordé pas mal de religions, et je sais qu'on en a parlé beaucoup en off, et je pense que ça fera l'objet. Je suis obligé de le poser parce que quelque part aujourd'hui, parce qu'on est devenu athée, on a un peu éludé la question religieuse, mais l'histoire des religions est fondamentale pour comprendre l'histoire des sociétés, des cultures, des civilisations, parce que c'était au cœur des sociétés et des cultures jusqu'il n'y a pas longtemps, et encore dans beaucoup de pays du monde. Tu parlais de l'Empire romain comme tolérant, peut-être même que les Visigoths étaient encore plus tolérants. Relativement tolérants. Les Visigoths, de ce que j'ai cru comprendre, ils étaient encore plus tolérants, c'est ça? Les Visigoths, du coup, eux, ils s'étaient convertis à l'arianisme, et donc ça faisait chier, en fait, l'église catholique naissance qui commence à prendre du pouvoir, qui est installée, qui a son siège à Rome. Et donc elle prend le pouvoir? En fait, au départ, le christianisme originel qui s'installe, l'Ecclesia, ça veut dire assemblée en fait. Au départ, les évêques ils sont élus par la communauté des fidèles. D'ailleurs, les protestants rétabliront ça. Le protestantisme, c'est un peu un retour supposé, en tout cas pensé comme tel, au christianisme primitif. Alors qu'en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que ça va devenir de plus en plus pyramidal et hiérarchisé, si tu veux. C'est ça, l'Église catholique. Au départ, tu as un christianisme sur place, c'est des communautés qui ont des évêques, d'accord, qui élisent leur évêque à l'Église, donc à l'Assemblée populaire, tu vois, ils élisent. Et après, ce que met en place l'Église de Rome, c'est que l'évêque, en fait, c'est quelqu'un qui est nommé directement depuis le Saint-Siège. De la même façon, en fait, tu vois qu'aujourd'hui, on parachute un député candidat dans un endroit dont il n'est pas originaire, bah là, on te parachute un évêque depuis Rome, alors que éventuellement les gens, ils avaient leur évêque qu'ils avaient élu, tu vois. Pour bien comprendre, quand tu parles de Rome, tout ça, là, actuellement, ils sont sous les Ostrogoths. À ce moment-là, ouais. Mais les Ostrogoths, eux, se sont convertis globalement au catholicisme. Quand on dit conversion, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, des mecs qui vénèrent Odin se mettent à vénérer plus que Jésus-Christ, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est toujours des syncrétismes et des synthèses. C'est-à-dire qu'on adopte ça et en même temps, on conserve un peu plus ou moins nos traditions. Et avec le temps, tout ça se mélange. Et puis à la fin, si tu veux, les traditions, c'est un peu comme plein de trucs. Ça peut finir par être oublié, tu vois, par se perdre, en fait. Ça va se diluer dans le temps et dans l'espace, en fait. Les Visigoths, eux, ils sont à rien. Et c'est là, en fait, que là, on rejoint un peu la grande histoire de France. Baptême de Clovis. En gros, vous pouvez voir ça comme... c'est un pacte entre un pouvoir politique, territorial, foncier, ecclésiastique à Rome, l'église catholique romaine, même si même le terme de catholique à l'époque est pas forcément... Mais bon, bref, on va dire ça. On va dire l'église catholique sera l'héritière de ça. Et des Francs qui, eux, veulent devenir hégémoniques sur ce qui deviendra la France, en fait. Parce qu'en face, on a les Visigoths. Et les Visigoths, de l'aveu même de Grégoire de Tours, qui était, si tu veux, le grand chroniqueur des Francs et qui va raconter, en fait, toute l'épopée de Clovis et tout ça, qui s'est mis du côté des Francs, il dit, en gros, quand il décrit les Francs et qu'il décrit les Visigoths mis en vis-à-vis, les plus civilisés, les plus raffinés, c'est les Visigoths, c'est pas les Francs. À côté, les Francs, c'est plus des barbares. Ils sont beaucoup plus païens. En fait, les Visigoths, là où ils sont remarquables, c'est que c'est des espèces de synthétiseurs. C'est des syncrétiseurs et synthétiseurs. C'est des gens qui prennent le meilleur de par où ils sont passés, que ce soit en termes de technique, de technologie, ou plus sur le plan spirituel, de sagesse, et qui les rajoutent, en fait, tu vois, comme dans un herbier, tu vois. Enfin, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que les Visigoths, en fait, par exemple, quand ils arrivent sur place, ils gardent le droit romain, parce qu'ils trouvent que c'est pertinent, que ça fonctionne bien. Mais ils vont l'amender un peu, ils vont mettre de la souplesse pour protéger plus les us, les traditions et les coutumes locales. Ils vont mettre, par exemple, tu vois, ils vont vachement démocratiser le droit de la femme. Enfin, la condition féminine et le droit des femmes est beaucoup plus élevé sous les Visigoths que sous les Romains. Les Romains, c'est quand même très patriarcal. Patriarcat, ça vient de là, hein. La caste qui dominait Rome, en fait, c'était la caste des patriciens. C'était l'élite historique romaine, c'est les patriciens. C'est ça qui a donné patriarche, pater familias, et c'est ça qui a donné patriarcat. Sachant que le patriarcat, il était déjà présent dans le monde grec. Les femmes, c'est à la maison. Les femmes, elles sont à la gynécée. C'est ça qui vient donner gynécologie et tout. Et ce que j'ai compris chez les Romains, c'était un peu un idéal qui est mis en avant, dans le sens où
Oui, forcément, les riches, la femme a la maison, mais chez les familles un peu plus pauvres, quand le mari il est en train de faire la guerre et que la femme elle est toute seule avec à la maison, si jamais elle peut ramener un peu d'argent. Bien sûr, mais ça en fait tu peux presque remonter à quelque chose, là on peut faire tu vois, du Jung ou venir là, plus à des espèces d'analyses plus psycho-sociologiques, anthropologiques, qui est que en pratique, chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait une certaine forme d'égalité, en sens l'homme il avait la gestion du monde extérieur, de la protection du foyer, d'apporter les ressources au foyer, et la femme s'occupe du foyer en fait et s'occupe des enfants. C'est là qu'il faut peut-être faire la différence entre le droit et le pouvoir objectif. C'est-à-dire que peut-être que la femme elle a des droits pourris, qui, en gros, le droit de la femme, tu prends même la France de l'Ancien Régime et même la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le droit de la femme c'est presque une mineure en fait. Tu vois, elle n'a presque pas des droits adultes en fait. Mais en pratique, ça ne veut pas dire que la femme, la mère de famille à la campagne, en pratique, c'est pas elle qui porte la culotte et c'est pas elle qui tient la maisonnée, et le mari, voilà. Peut-être que lui, il a le droit de parler à l'église et peut-être que lui, tu vois, il peut dire, voilà. Mais en pratique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il domine en fait. Enfin, tu vois, tout ça c'est relatif, cette question de domination dans le temps, dans l'espace, dans la culture, et les individus aussi en fait. Mais par contre, c'est quand même intéressant cette question du droit. Par exemple, tu vois, en général, ce que peut faire l'élite, c'est ce qui définit ce que pourra faire le reste de la population, tu vois. Et par exemple, tu vois, les Visigoths, ils vont rétablir un truc qui existait chez les Celtes, par exemple, le droit au divorce. Après, faut pas vous dire non plus, c'était un paradis démocratique, progressiste. Tu vois, par exemple, l'homosexualité était condamnée. Et ça, l'homosexualité, par contre, à Rome, il n'y avait pas de soucis. Il y avait des soucis un peu. C'est une conception différente, en fait. Alors là, on rentre presque dans l'anthropologie de la sexualité, mais tu vois, par exemple, en fait, de toute façon, tout ce qui est chez les Romains, ça vient des Grecs, globalement. Par exemple, les Grecs, ce qui était mal vu, c'était... enfin, je vais être cru, hein, mais c'est de se faire enculer. Être sodomisé, ça, parce que c'était une situation d'infériorité. Mais toi, par contre, tu pouvais t'enfiler des petits jeunes, pas de problème, c'est toi qui domine. Cette question de l'homosexualité, c'était pas une question genre d'un homme qui fait l'amour avec un homme, c'était pas pensé comme ça, c'était qui domine en fait. Je sais qu'il y avait un exemple de ça où une pièce qu'Octave avait fait faire pour faire perdre de la crédibilité à Cléopâtre, sachant qu'elle était déjà sur la fin, mais il semblerait qu'il voulait quand même taper un peu plus, et il avait créé des pièces où Cléopâtre se faisait sodomiser par un crocodile, justement pour ça. Ils sont charmants. Hein. Alors là, on peut faire une parenthèse Cléopâtre. On peut faire une parenthèse sur l'Égypte. L'Égypte était quand même une société, alors on va pas dire matriarcale, mais où le pouvoir et le statut des femmes était très élevé. Et d'ailleurs, les Grecs et les Romains, ils jugeaient ça très négativement. Tu vois, pour eux, c'était un pays où, dis donc, les femmes ici, elles ont le droit de faire des trucs. Il y avait pas mal de choses qui marchaient en filiation maternelle, un peu de matrilinéarité. Il y a des théories qui disent que les pharaons, la lignée royale se transmettait par les femmes et que la société reposait sur le droit maternel. C'est pas des choses qui sont définitivement tranchées, ça. Ça dépend comment on interprète. Mais le statut des femmes était très élevé, et les femmes étaient des prêtresses aussi. Le statut des femmes était très élevé, et c'était regardé assez négativement par... qui pour eux avaient un peu maté leurs femmes, et avaient mis leurs femmes à la maison. Mais pareil, quand Jules César il parle des femmes celtes, il dit dis donc, c'est des guerrières, et puis elles ont un niveau de liberté, d'autonomie et d'indépendance qui n'a rien à voir avec la femme romaine, en fait. Tu sais, quand on voit les images des orgies et tout ça... mais en fait, le patriciat romain était très conservateur, si tu veux. Ça, c'était avec les prostituées, tu vois. Mais en pratique, par contre, le mariage et tout, et puis les femmes soumises à l'homme. Le père familial, ça a une espèce de droit de vie et de mort sur sa femme et ses gosses, et sur tous ceux qui vivent dans sa maison. Ça évoluera un petit peu à la fin de l'Empire romain, mais ça dure quand même assez longtemps. Oui, il y avait une vision où le mariage, c'est un truc que tu touches pas. Tu touches pas à la femme d'un homme marié. Avec les prostituées, pas de souci. Mais si par contre tu vas essayer de séduire une femme mariée, là il y a problème. L'adultère en fait. De toute façon, il y a un gars qui s'appelle Frédéric Mariez qui nous a quittés, qui a fondé ce qu'on appelle le mouvement matricien, qui s'est beaucoup intéressé aux sociétés matriarcales. Et il dit un truc à un moment qui est un petit peu violent, mais il dit effectivement, globalement dans plein de sociétés, la femme non mariée et qui fait ce qu'elle veut de son corps et qui est sexuellement libre, c'est une pute. Il y a l'épouse, et celle qui fait autre chose, c'est une pute ou une sorcière. Enfin, là, je caricature très très fortement, mais quand vous allez creuser un peu, que vous regardez un peu c'est quoi le profil un petit peu social, vraiment c'est qui ces sorcières ou toutes ces femmes qui ont été critiquées, là, vous voyez juste que c'est des femmes qui ne sont pas forcément mariées et qui vivent de façon autonome et indépendante, même économiquement. Et ça fait chier
Là, pour le coup, une mentalité tout ce qui, vraiment patriarcale. Là, on est vraiment, tu vois, dans l'essence philosophique et spirituelle de ce qu'est le patriarcal, en fait. C'est l'espèce de droit masculin qui l'emporte, en fait, sans même parler des questions de principe énergétique, parce que là, on partirait encore dans autre chose. Ouais, et peut-être qu'on va revenir un peu à nos Visigoths qui, du coup, ils favorisaient un peu plus le droit de la femme. On n'était pas au niveau des Égyptiens. Tu as ce qu'on appelle le bréviaire d'Alaric, qui est un espèce de code civil, proto-code civil avant l'heure, qui pose les bases, on va dire, du droit civil de l'Europe médiévale, en fait. En fait, on peut dire ça presque simplement, hein, les Visigoths, la Visigothie et le royaume wisigoth, la civilisation wisigothe, a été la matrice de l'Occident médiéval, de l'Europe médiévale, sur les plans et dans le sens culturel, politique, juridique. Voilà. Et tu me disais en off que au moment de la Révolution, c'était la notion des Visigoths avait été citée. Ouais. On parlera mieux que moi. Voilà, à un moment, dans une phrase célèbre, Danton reproche à Robespierre de vouloir être un peu trop démocratique à son goût. Là, on parle de la vision de l'un par rapport à l'autre, hein, parce qu'on va pas rentrer dans ce sujet-là sinon. Il lui dit, il dit en gros, ah, toi, tu veux nous mettre, tu veux créer en France une espèce de république de Visigoths. Donc il y a une espèce d'association de quelque chose des Visigoths, quelque chose de très démocratique en fait. Il y avait déjà un peu l'idée de liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire qu'en gros, dans le royaume visigothique, le roi wisigoth, quand il prenait le pouvoir, il faisait le serment de respecter les us et les coutumes et les traditions de la population. D'accord ? J'irai pas sur la Bible. Ensuite, il y avait bien sûr des classes sociales. On va pas dire que c'était un monde égalitaire. Vous aviez des nobles, vous aviez des aristocrates, vous aviez le corps de l'église, vous aviez des paysans, vous aviez des artisans. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y avait de la mobilité sociale et surtout, ces gens-là vivaient ensemble, en fait. Il y avait vraiment de l'interaction sur ce monde-là. C'était pas des mondes clos. Tout le monde se fréquentait, tout le monde vivait ensemble et les choses étaient assez acceptées, la propriété était vachement respectée. Rien à voir, en tout cas, avec la Francie et le royaume des Francs de la même époque. Il y a des choses qui ont été mises en place par les Visigoths, il faudra attendre 8 siècles pour que tu aies la même chose au nord de la Loire, tu vois. Ça veut pas dire, pour le coup, qu'il n'y avait pas de riches et qu'il n'y avait pas de pauvres. C'est pas ça du tout que je dis, hein. Et puis il y avait vraiment une tolérance aussi culturelle et religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de... Par exemple, il y avait une communauté juive très, très importante dans cette partie-là, puisque je sais plus quel empereur romain avait déporté des juifs en Espagne, donc il y avait des communautés juives qui étaient établies là. Tu avais aussi des communautés juives très importantes sur l'arc méditerranéen, au niveau du Languedoc en tout cas. Narbonne, par exemple, était vraiment un très grand foyer juif. Et d'ailleurs, les théories comme quoi Marie-Madeleine, les contre-théories qui disent que Marie-Madeleine, elle viendrait en Gaule et qu'elle ne viendrait pas forcément en Provence, qu'elle y passerait, mais qu'après, elle terminerait du côté du Languedoc. Bon, là, on est sur Rennes-le-Château et tout ça, mais on va pas rentrer là-dedans non plus. Ça part de l'idée aussi que les communautés juives sont très nombreuses là-bas. Donc en fait, elles fuient les persécutions, on va dire, du corps sacerdotal du temple de Jérusalem, mais elle va quand même, si tu veux, dans la diaspora hébraïque. C'est expliquerait qu'elle vient en Gaule. Et donc tu avais des communautés juives très importantes. Tu vas avoir d'ailleurs tu auras des grands centres de foyers kabbalistiques à Guélone, à Gérone et tout ça, dans cette ancienne Visigothie. Et puis après, tu as à un moment, tu as la conquête musulmane aussi. Mais du coup, si tu veux, les Juifs n'étaient pas persécutés par les Visigoths. Tout ce monde-là vivait globalement en bonne harmonie, en fait. Je crois que ça a un peu évolué, notamment quand les Visigoths ont voulu un peu plus jouer avec l'influence de l'Église. Ouais, alors ce qui se passe, c'est que donc l'Église, il y a une espèce d'alliance, là c'est presque une alliance au sens biblique du terme, qui est conclue entre l'Église et les Francs, et la royauté franque. En mode, nous, ok, tu te convertis au catholicisme, et tu deviens notre champion, et nous après on te soutient à fond. Et on t'apporte du moyen, on t'apporte de la légitimité. Parce que derrière, par exemple, Clovis, le fait qu'il se baptise, ça fait qu'il ressuscite l'Empire romain d'Occident et qu'il reçoit même la bénédiction de l'Empereur romain d'Orient via une espèce de pièce, un sceau, tu vois, toute une symbolique derrière. Et c'est pas rien pour les gens à l'époque, parce que l'Empire, techniquement, l'institution romaine a disparu. Et il y a quand même, c'est une population qui est quand même encore gallo-romaine, quand même, qui est romaine depuis 4 siècles. Donc si tu veux, quelqu'un qui dit « je suis l'héritier et je me mets dans la continuité de l'Empire romain », ça a du sens aussi, tu vois. C'est un facteur de légitimité, en tout cas politique. Ça, c'est important à comprendre. Parce que, par exemple, tu as toute une aristocratie gallo-romaine qui parle latin, qui vivait à la romaine. Et donc, Clovis et les Mérovingiens vont être les champions de ça. Et à un moment,
les Mérovingiens, ils passent à la conquête, à l'agression de la zone wisigothe. Ils passent la Loire, tu as la fameuse bataille de Vouillé, qui est c'est 507 ou 500, l'année 520, bon peu importe, début du 6e siècle, où là les Visigoths se font battre. Après ça, les Francs, ils poussent jusqu'à Toulouse, ils mettent le siège devant Toulouse. Et c'est là c'est là que viennent les histoires de Rennes-le-Château, notamment que le trésor de Jérusalem, qui pour le coup est un vrai trésor historique qui a existé, dont on a des traces, on perd la trace à cet endroit-là, mais c'est un vrai trésor historique pour le coup, ça c'est pas une légende. Il est déplacé à Carcassonne, après les Francs viennent mettre le siège à Carcassonne. J'ai l'impression que les Francs venaient chercher quelque chose, mais là on part dans des dimensions plus ésotériques, quoi, que les Francs ils venaient précisément à cet endroit pour venir récupérer quelque chose. Mais rien que le trésor de Jérusalem, il y a de quoi susciter des convoitises, hein, parce que puis il y a d'autres histoires de trésors qui se perdent par là. Tu as l'or de Delphes, que l'expédition gauloise qui avait ramené ça aussi, qui c'était censé être à Toulouse aussi. Donc là, si ma mémoire est bonne, il y a quand même les Ostrogoths qui interviennent pour arrêter la poussée franque. Mais les Ostrogoths, parce que l'Église a quand même, on va dire, grandi dans le domaine des Ostrogoths. Oui, mais il faut voir ça comme des institutions pareilles. Tu veux, tu as l'Église, et puis tu as la lignée des rois ostrogoths. Puis tu vois, c'est pas les Ostrogoths, d'un coup, c'est pas 4 millions d'Italiens qui deviennent tous des Ostrogoths. C'est en fait, tu as une peuplade de peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes qui va finir par occuper une partie de l'élite de la population, et pas que d'ailleurs. C'est pareil, hein, les Francs, quand on dit les Francs, la France, elle devient pas franque. Les Francs, c'est des Germains. C'était quoi, 50 000, 100 000 sur un endroit qui était peuplé de 5 millions d'habitants. Donc d'un coup, c'est pas un grand remplacement avec t'as toute une population qui disparaît et une autre qui se met à la place. Ça n'existe pas en fait. C'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment passer les choses en termes de brassage, de mélange. Et c'est un peu ça qui fait aussi l'histoire et la richesse de l'humanité. C'est du brassage, du mélange, qui se fait souvent dans la violence. Mais quand même, c'est de ça aussi qui ressortent en fait des civilisations et des cultures qui sont les fusions et les symbioses de plein d'autres, quoi. Et donc là, la poussée est arrêtée. Mais en gros, tout ça, si on veut, les Visigoths, là, ils déplacent leur capitale à Tolède. Ça se donnera le royaume de Tolède, qui va durer jusqu'à la conquête musulmane, au 8e siècle, 7e, pardon. Donc 200 ans, quoi. En gros, tu as eu 100 ans de royaume de Toulouse et 200 ans de royaume de Tolède, quoi, pour faire ça à la louche. Mais les Visigoths conservent quand même ce qui a été appelé encore au Moyen-Âge la Gothie. La Gothie, c'est le Languedoc littoral. C'est Béziers, Narbonne, ça va jusqu'à Nîmes en fait. Tu vas du Rhône et tu vas jusqu'à Barcelone. Enfin ça c'est la Septimanie, mais la Gothie c'est cette zone-là. Et cette zone-là, c'est notamment c'est ce qui deviendra la Catalogne. Et d'ailleurs les Catalans se posent vraiment comme les héritiers spirituels, culturels des Visigoths. Hein. Et ça, tu vas aujourd'hui, tu vas à Barcelone, regarde le quartier de centre-ville de Barcelone, il s'appelle le Barréa gothique. On s'en rend pas compte forcément quand on connaît pas forcément ces régions-là et ces cultures. Et donc voilà, ce royaume-là, il va durer 200 ans. Et après, tu as la conquête musulmane. Alors en pratique, c'est des Berbères surtout qui font la conquête. Voilà, c'est les musulmans qui font appel aux Berbères, qui font un raid, puis finalement qui conquièrent. Ils vont monter après. Bon, là, je refais pas l'histoire. Hein, ça va monter jusque. Ils vont aller jusqu'à... Les musulmans monteront jusqu'à Narbonne, qui sera sarrasine pendant un demi-siècle. Et puis après, on rentre dans l'Empire carolingien, la Reconquista. Et puis après, tu auras des formes d'autonomie qui vont se développer. Tu vas avoir en gros... en fait, ça donnera la marche d'Espagne, qui correspondra un peu à cette partie visigothique, où tu auras des comtes un petit peu plus ou moins autonomes, qui sont d'ascendance visigoth. Tu prends les comtes de Barcelone, tu prends les comtes de Septimanie, les comtes du Razès, toutes ces régions-là des Pyrénées, c'est des Visigoths. Guillaume de Guélone, etc. Et il va y avoir des alliances matrimoniales. Comme souvent, on s'est foutu sur la gueule, mais sinon, une façon un petit peu, tu sais, d'arrondir les angles et de faire s'unir deux peuples, c'est le mariage, c'est vieux comme le monde. Tu vas avoir, par exemple... Clovis, il épouse Clotilde. Bon, elle, pour le coup, c'est une Burgonde, mais qui serait peut-être, je sais plus si elle n'est pas d'origine visigothe, justement. Puis après, en fait, tu vas avoir des mariages, tu vois, les Carolingiens, les Pépin le Bref, la grand-mère de Berthaud Grandpied. En fait, tu vois, les Carolingiens mâles vont épouser typiquement des princesses visigothes pour créer un peu cette union, en fait, et ce mélange du sang, en fait.
qui leur apporte en même temps cette légitimité visigothique, qui était quand même très recherchée. Je t'avais donné cet exemple, hors caméra, qu'au XVe siècle, à un concile de l'Église catholique, qui se passe je ne sais plus où, quelque part en Allemagne, il est question de savoir qui s'assoira au premier rang. Et ben là, les gars se fritent pour dire qui a le plus de légitimité, et les gars disent, les premiers, ceux qui gueulent le plus fort, c'est les Suédois, qui disent que eux ils descendent des Goths, et en face, t'as les Espagnols qui disent qu'eux aussi descendent des bons rois visigoths. Pour dire que descendre d'un Visigoth, c'était pas une insulte, c'était pas être un barbare à l'époque. Au contraire, c'était plutôt un truc dont on était très fiers et qui voulait un peu, qui signifiait qu'on était ce qu'il y a le nec plus ultra de la civilisation, quoi. Bon, ça, c'est des choses qui sont pas très connues ou qui sont oubliées, quoi. C'est assez intéressant parce que tu vois, genre à travers les époques, que ça a toujours eu cette connaissance de ce qu'étaient les Visigoths. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'a totalement perdu. Ou après, c'est juste que moi, j'étais très mauvais en histoire et. Parce que c'est un peu là le théorème classique, les vainqueurs écrivent l'histoire. Les Francs, c'est les Francs qui ont gagné la bataille pour la France. Les Francs, donc notre histoire, le roman national est franc. C'est presque un peu aussi bête que ça. Et puis, mais ça a résisté en face. Parce que même si t'as le royaume des Francs, si tu veux, tout ce midi de la France, jusqu'au XIIe siècle et jusqu'à la croisade contre les Albigeois, et ça c'est un événement fondateur et très important aussi, tu as ce que tu peux appeler une civilisation occitane, la civilisation des troubadours, de l'amour courtois, même Aliénor d'Aquitaine qui vit dans le Poitou. Tu vois, cette culture des troubadours est un petit peu héritière immédiatement, un petit peu de la Visigothie en fait. Et comment dire, d'un certain qui avait un grand raffinement artistique. Il y avait vraiment. Les premières églises qui sont construites, c'est les plus vieilles églises qu'on a, c'est les églises visigothiques. En termes d'architecture. Après les Romains, qu'est-ce qui se construit en dur après les Romains? Qu'est-ce qu'on a? Les trucs les plus vieux qu'on a, c'est les églises visigothiques, qui sont d'inspiration très byzantine. C'est logique qu'ils sont passés par là. Donc, en fait, ils récupèrent, tu vois, c'est des gars, ils intègrent tout. Et je crois qu'il y a un exemple à Toulouse d'une grande construction visigothique. L'église de la Dorade, ouais. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont pas trop d'accord, qui veulent pas trop dire qu'elle est visigothique. Oui, mais elle l'est. T'as le château Narbonnais aussi. Enfin, t'avais. Après, elle a été détruite, reconstruite. Hein. Tu regardes d'ailleurs, ces églises, elles sont. Il y en a plus beaucoup. T'en as quelques-unes, hein, t'en as pas. Il en reste quelques-unes comme ça, en plus en Espagne. Les premières églises, elles sortent vraiment plutôt, tu vois, du côté de la Visigothie. Et c'est plutôt après que le dur, il arrive plus dans le nord de la France. Dans un style qui est l'art roman et dans une forme de continuité de l'art visigothique. Après, t'as des innovations architecturales. Mais tu vois, ça veut pas dire qu'il y a rupture. Par exemple, on dit l'art roman, puis il y a l'art gothique. Il n'y a pas de rupture, l'un est en continuité de l'autre. La différence, c'est des innovations architecturales. En l'occurrence, c'est la voûte en croisée d'ogive. Mais tu regardes l'ornementation, la symbolique, globalement, tu es dans la continuité. Alors après, ça, on va pouvoir développer aussi. Enfin, est-ce que c'est un spoiler? Enfin, aujourd'hui, ça devient peut-être un spoiler de dire que l'art gothique est d'origine gothique. L'art gothique, tout le monde connaît le terme. Hein, c'est le fameux art qui fleurit au XIIe siècle, partout en Europe. C'est le moment où on bâtit les cathédrales en un siècle, enfin en 2 siècles, on bâtit plus d'une centaine de cathédrales. Je pense qu'on a oublié, français ou même allemand, anglais, ce que c'est que les cathédrales. Enfin, c'est comparable aux pyramides d'Égypte en termes de monumentalité, en termes de remarquabilité en fait. Il faut s'imaginer ce que c'est pour l'époque, le niveau d'architecture, d'ornementation, technique, technologique, artistique. Il faut s'imaginer qu'en plus elles étaient peintes entièrement à l'intérieur, parce que au Moyen-Âge, en fait, les couleurs, il y avait les couleurs, les lignes, tout ça était symbolique, tout ça était très puissant. À l'époque, les gens lisent pas en fait. Les gens, 95% de la population est illettrée en fait, ne sait pas lire ni écrire. Donc c'est quoi? Comment on communique et on véhicule des choses? C'est par l'art. Donc c'est par les formes, c'est par les couleurs et c'est par les symboles. Et les vitraux, énormément. Enfin, ça reprend tout ça évidemment, mais. Les vitraux, non mais c'est fantastique. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui on serait. Pour refaire ça, t'imagines le niveau de qualification qu'il faut pour faire ça? Nous voilà de retour. Encore un petit problème technique. Soit la caméra est très sensible à la chaleur, soit on n'est pas très doué. Et je pense qu'il y a un peu des deux. On reprend sur ces cathédrales gothiques. Oui, enfin, c'est tout ce fameux mystère justement de l'art gothique. C'est-à-dire que ce qu'on nous explique aujourd'hui, globalement, enfin, c'est un peu le consensus, c'est que cet art aurait été nommé gothique à la Renaissance, justement pour le dénigrer un petit peu. C'est-à-dire qu'à Renaissance,
quand on parle on juge cet art comme étant justement un peu un art barbare, païen, et donc on lui a donné ce nom de gothique pour lui donner justement le nom d'un peuple associé aux barbares en fait. Ça, c'est un petit peu une des théories qu'on entend le plus, en tout cas, ou qui est une des plus admises. On peut aussi tout simplement se dire, est-ce que l'art gothique s'appelle pas l'art gothique parce que c'est un art qui est dans la tradition culturelle, artistique et aussi spirituelle et religieuse gothique. Là où on peut pas forcément avoir quelque chose d'arrêté et de définitif sur ça. Mais en même temps, on peut aussi suivre, des faisceaux d'indices. Le problème, vous savez, c'est que vous avez certains historiens, pour eux, une preuve, c'est un document écrit sous signé. Hein, c'est comme pour la bête du Gévaudan, il me faut des aveux signés, tamponnés pour dire c'est lui le coupable. Bon, si vous regardez les enquêtes policières à la télé, vous savez que on n'a pas toujours besoin d'avoir un aveu signé pour savoir qu'une personne est coupable, pour pouvoir, on peut par déduction établir des choses. C'est factuel et c'est rationnel. Pour l'Ego, il y a eu des choses très intéressantes qui se sont passées. Déjà, si on va un petit peu sur cet héritage wisigoth, parce que finalement, ce royaume wisigoth, côté français, il a duré un siècle, c'est tout. Techniquement, au 7e siècle, il n'y a plus de Visigoths. Enfin, il n'y a plus de royaume et d'entité politique wisigoth, sur le papier. En pratique, vous avez les institutions. Au contraire, je vous disais justement en termes de droit, en termes d'art, en termes de culture, en termes d'organisation politique, au contraire, ce modèle, cette civilisation wisigothe du midi de la France et d'Espagne, elle va infuser. Pour les royaumes barbares, le royaume wisigoth, c'est le modèle. Hein. C'est le modèle de truc qui fait la fusion entre justement, qui garde tout ce qu'il y a de bien chez les Romains. On garde les bâtiments civils, les thermes, les aqueducs, on les entretient. Je veux dire, tout ça, c'est bien, c'est du confort, c'est du moderne, enfin c'est moderne, c'est technologique. On va pas le jeter et vivre dans des huttes parce que c'est romain et qu'on n'aime pas les Romains. Ils sont pragmatiques en fait. Ils gardent tout ce qui a un apport en fait. Et en même temps, ces peuples goths, ils ont été au contact. Alors, si on admet que les Goths justement sont en même temps aussi les Guettes, les Mèdes, et donc qu'ils ont fréquenté les Perses, qu'ils ont fréquenté les Hébreux et l'Égypte à un moment. Et ben en fait, ils ont aussi récupéré et intégré un peu des traditions et des spiritualités et des philosophies de ces peuples-là. Vous avez une espèce de Visigothique et une espèce de super fusion et de super synthèse et qui nourrit des apports de l'Orient, de l'Occident et de toute l'Antiquité en fait, qui va créer la matrice médiévale en gardant un peu le meilleur de l'Antiquité, mais avec une espèce de rupture et une forme de modernité en fait. Et le monde wisigoth, c'est un monde effectivement très brassé. Très hétérogène en fait, mais avec une unité par contre politique, et c'est un truc qui se tient quoi, qui est solide, et où les gens globalement ont l'impression de vivre plutôt bien en fait, et considèrent que leurs conditions de vie sont meilleures qu'à la fin de l'Empire romain en fait. Et dans le genre de petit fun fact, vous avez les capitouls de Toulouse, qui sont les espèces de magistrats de Toulouse sous l'Ancien Régime. Quand le centralisme monarchique d'un Louis XIV commence à se faire un peu pesant, en appel à l'autonomie et l'indépendance et aux us et coutumes hérités des bons rois goths. On est 8 siècles après. Le souvenir, il a été très fort en fait. Ces lignées visigothiques, ces noblesses visigothiques, ces lignées, ces familles, en fait, elles sont restées. Elles n'ont pas bougé en fait. Et elles se sont intégrées dans le royaume franc, et puis elles ont eu plus ou moins d'autonomie. Pas avoir l'image que le royaume franc, c'est Louis XIV avec un Versailles, des intendants, tout contrôlé carré, une espèce de centralisation jacobine. Non, ça c'est une construction du XVIIe siècle et de l'État moderne qui arrive qu'à la Renaissance. Le roi n'est pas un souverain, il est un suzerain, c'est pas du tout la même chose. Souverain, c'est l'idée de quelqu'un qui est maître chez lui dans n'importe quel bout de son territoire. Un suzerain, c'est celui qui est en haut de la pyramide, en fait. C'est-à-dire que lui, il contrôle tête bout de terre, et puis il doit poser le genou devant lui, il est vassal de lui et suzerain de lui, et vous avez une pyramide comme ça, avec en haut le roi franc. Mais en pratique, le vassal, dans son château fort, s'il veut envoyer bouler le roi de France, il le fait. Hein. À l'époque, le domaine royal, d'ailleurs, pendant très longtemps, même le domaine capétien, au début du XIe siècle, c'est l'île de France, Orléans et un bout de Champagne. C'est ça, le domaine qui est effectivement sous le contrôle du roi de France. Le reste, c'est le comté de Champagne, le comté de Flandre, le duché de Bourgogne, tout ce que vous voulez, avec à sa tête un comte, un duc, et semi-autonomie, quoi. Il doit envoyer des troupes, il doit venir dire oui, je vous reconnais, c'est vous mon roi. Mais bon.
Donc voilà, il faut sortir un peu de cette image aussi, tu sais, qu'on a un peu de la France moderne en fait. À l'époque, tu vois, dire cette zone, c'est les Francs, c'est voilà, c'est assez relatif, tu vois. C'est une zone de contrôle, quoi. Ouais, c'est plus une zone de contrôle qu'une zone de souveraineté. Bon, je disais tout ça pour dire que justement, les Visigoths sont encore très présents. Les évêques, tu regardes au 9e siècle, l'évêque d'Orléans, il s'appelle Théodulphe, c'est un gars de lignée visigothique. En Auvergne, pareil, tu les retrouves un petit, tu vois, ils sont un peu partout. C'est un peu, d'ailleurs, ils font partie d'une espèce d'élite culturelle du territoire de France, en fait. C'est une élite culturelle, politique, intellectuelle. Tu vois, la Gothie, elle va durer quand même assez longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, au moment des Carolingiens, donc tu vois, là, tu as quand même un empire qui est fondé par Charlemagne. Et à ce moment-là, tu sais, il va y avoir une reconquête d'une partie de l'Espagne. En gros, on va dire que les Pyrénées, jusqu'au pied des Pyrénées, côté espagnol, on va dire, là, c'est royaume des Francs, empire carolingien. Et ces zones frontalières, on les appelle des marches. Et en fait, la marche d'Espagne, on va les donner aux Visigoths, en gros, avec une espèce de semi-autonomie. Et en fait, il va y avoir toujours des raids et des attaques avec les musulmans d'Espagne. À l'Andalous, Andalous c'est plus au sud, les califats omeyyades et tout. Et à un moment, en fait, tu vois, t'as Guifré le Velu, qui est censé être qui est le père fondateur de la lignée des comtes catalans, et des comtes de Barcelone, des rois catalans, qui à un moment en appelle, tu sais, à l'aide des Carolingiens, puis qui lui disent non, débrouille-toi. Et du coup, après, un jour, on lui demande de reconnaître la souveraineté, de lui dire bon, maintenant, tiens, tu dois venir dire que c'est nous le roi. Il dit ouais, bah non, en fait, t'es pas venu m'aider, donc je prends plus ou moins mon autonomie. Et là, à partir de ce moment-là, t'as une espèce de proto-Catalogne qui s'appelait la Gothie, Septimanie. Cette zone-là, tu vois, on va dire le Languedoc et la Catalogne espagnole, c'est plus ou moins quelque chose d'indépendant. T'as aussi le royaume de Toulouse, le comté de Toulouse. En fait, toute espèce d'Occitanie, tu vois. Et même une partie de l'Aquitaine. C'est plus ou moins des zones semi-autonomes. De même qu'ils partagent une même culture, une même langue. Hein, c'est le Languedoc. Hein. Au nord de la Loire, on parle la langue d'Oil. En fait, ces gens-là parlent pas la même langue. En fait, tu prends un Occitan qui vit vers Narbonne ou Béziers, encore au XIIe siècle, avec un Flamand, un Champenois, mais c'est deux civilisations différentes. Ils parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes traditions, pas la même culture. Même la religion, c'est pas du tout la même chose. Et c'est là, tu vois, qu'on peut parler des Cathares. Les Cathares, c'est pas un hasard, tu vois, que les Cathares, qui sont considérés par l'Église comme une hérésie, ils se développent et ils s'épanouissent en Occitanie, dans l'ancienne Visigothie, et pas ailleurs. S'ils ont pu le faire là et pas au nord de la Loire, c'est peut-être parce que c'était une terre avec une certaine tolérance. Et les seigneurs vont globalement... Les seigneurs n'étaient pas forcément cathares. Alors cathare, il faut dire, peut-être en deux mots, c'est quoi un cathare ? C'est une espèce de résurgence dans la filiation du manichéisme, qui était une espèce de religion, un courant religieux, ou une confession, difficile à définir, une espèce de fusion entre le christianisme et le zoroastrisme et le mazdéisme qui est né en Perse, puis qui s'est diffusé un peu dans le bassin méditerranéen, comme plein un petit peu d'autres, un peu espèces de religions comme ça. Et on pense qu'elle est peut-être arrivée par les Balkans. Il y a plusieurs hypothèses sur comment. Mais bon, on va dire au début du second millénaire, tu as ce qu'on appelle les Cathares. Alors les Cathares, c'est le nom qu'on leur a donné, tu vois. Eux-mêmes se considéraient comme des chrétiens. Ces gens-là, pour eux, ils étaient chrétiens. Ils étaient même les chrétiens authentiques, les bons chrétiens. D'accord ? Et donc c'est qui les a nommés non-chrétiens ? L'Église catholique va les nommer notamment les parfaits, mais aussi pour parfaits hérétiques. Et en fait, ils ont été appelés cathares, ça vient du grec. Hérétique, ça veut dire quoi, la racine ? C'est très intéressant en histoire, c'est un exercice qui n'est pas assez fait, je trouve, c'est d'aller à la racine des mots pour voir leur sens. Par exemple, religion, ça vient de religere, qui veut dire relier. Hérésie, au départ, c'est la notion, ça veut dire choix. La notion d'hérésie, c'est la notion d'avoir le choix et de faire un choix, d'avoir opté pour un choix. Ça n'a pas une connotation péjorative, en fait. Et de toute façon, l'Église catholique n'a fait que lutter contre les hérésies pendant des siècles et des siècles, pendant tout le Moyen-Âge, en fait. Hein. Et les cathares, au final, c'est plutôt des communautés qui font leur life avec des espèces de prédicateurs qui se promènent dans la campagne et qui, en gros, si on veut résumer, c'est des gens qui sont dans une logique, dans un dualisme, qui en gros disent en fait Dieu est un petit peu dual et double. Il y a le Dieu bon, il est spirituel, et tout ce qui est matière, c'est l'œuvre d'un Dieu mauvais, le démiurge. Ça, c'est très gnostique en fait comme conception.
Et en gros, ils disent, bah, en gros, votre Dieu, là, en gros, il dit aux catholiques, bah, votre Dieu, là, Yahvé, ou celui que vous avez arrêté d'appeler Yahvé, comme l'appelaient les Hébreux, et que vous avez appelé Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, c'est le démiurge, c'est Satan, en fait. Votre Dieu, c'est Satan, en fait. On parle pas de Jésus, hein. Et puis Jésus, ils ont une vision un peu différente de Jésus. Ils donnent un caractère très humain, et puis c'est des gens qui ont... Alexandre Rouget a fait qui est un gnostique, a fait un travail intéressant justement sur l'ésotérisme cathare et sur vraiment la spiritualité cathare. Enfin, il a fait la synthèse et la vulgarisation de plein de travaux qui ont été produits, avec aussi une lecture assez lecture et qui montre que on a l'impression que les cathares étaient initiés, par exemple, presque à des choses qui seraient de l'ordre des pratiques tantriques, ou voilà, des choses très, très, très orientales en fait, ou voire carrément d'Inde. Mais même cette notion de tantrisme, si on gratte un peu, on peut la trouver à pas mal d'autres endroits en Occident, enfin dans des choses supposément occidentales. En tout cas, ce qui emmerde l'Église, c'est que ces gens-là, surtout, ils posent un problème fondamental. Et là, tu vois, c'est là qu'il ne faut pas toujours voir les choses sous un angle purement religieux, spirituel, mais voir aussi, je ne vais pas faire du matérialisme historique, mais voir les choses, tu vois, sur un point de vue matériel. Qu'est-ce que ça implique économiquement, socialement, matériellement, en fait, le fait que tu aies cette religion qui se pose. Les cathares, c'est des gens qui disent, vous, en gros, l'Église catholique, vous êtes donné le monopole de l'accès au divin, c'est-à-dire que pour accéder à Dieu et au divin, il faut passer par vous, d'accord ? En gros, l'homme ne peut pas accéder direct à Dieu. Le principe de l'Église catholique, c'est ça quand même du corps ecclésiastique, c'est qu'il faut passer par le corps ecclésiastique, par les prêtres, les moines, tout ce que vous voulez, pour accéder à Dieu. Vous ne pouvez pas accéder à Dieu vous-même, en fait. Donc, pour avoir accès à Dieu et au divin, il faut passer par vous. On peut passer que par vous. En gros, vous avez dit, on a le monopole de l'accès au divin, c'est nous. Vous voulez voir Dieu ? Ah, il faut passer par nous. Et vous exercez un privilège social, économique de ça. Puisque vous avez du foncier, vous récupérez de la dîme et des impôts. En fait, juste allez vous faire foutre. Nous, on considère que tout le monde peut accéder à Dieu. On considère que le salut, ça c'est un peu une conception gnostique. La conception gnostique, c'est un peu que le salut vient de la connaissance, en fait. Le salut, c'est pas un truc qu'on t'attribue de l'extérieur, d'accord ? Le salut, il vient de toi, il est en toi, et c'est par la connaissance. En gros, tu vas travailler et tu vas apprendre, et tu vas essayer de comprendre pourquoi tu crois. Tu vas pas juste croire. C'est pas descendant, genre on me dit de croire, je crois, sans me poser de questions, et en prenant les règles et en faisant, ok, si je fais comme ça, bien, si je fais comme ça, pas bien. Genre non, je vais bosser, et après j'aurai la foi, et je saurai pourquoi j'aurai la foi, tu vois, je l'aurai en libre arbitre, en fait. Et donc voilà, et donc ces cathares, finalement, ils sont très subversifs, du point de vue politique. C'est emmerdant, quoi. Et donc on va d'abord envoyer des gens pour essayer d'abord de les convaincre, tu vois, on va leur envoyer des espèces de speechers, tu sais, qui vont faire des trucs, puis ils vont faire des espèces de battle, tu vois, de battle théologique, tu sais, où on en met deux, on met un dominicain d'un côté et un cathare de l'autre, tu sais, pour faire un, tu vois, ouais, mais c'est un petit peu ça. Et en fait, à chaque fois, globalement, ils gagnent pas trop. Et donc en fait, après, les mecs reviennent en disant, les mecs, on a tout essayé, on a essayé de les convaincre. On a essayé de les acheter avec des carambars, enfin on a tout essayé. On n'arrive pas à les faire se détourner et revenir à l'église romaine. Bon, il n'y a pas le choix, il faut tous les buter. Bon, je rentre pas là-dedans. Il y a des très bonnes vidéos sur ça. Vous avez des excellentes choses qui sont sorties assez récemment. Notamment, vous avez Pacôme Thielman et sa série L'Empire n'a jamais pris fin, qui est très intéressante, qui a fait une assez intéressante vidéo où il raconte ça, justement, parce que certains ont parlé de génocide cathare, on peut presque parler plus d'un génocide occitan, parce que la croisade que se prend dans la gueule l'Occitanie, on ne sait même pas combien de morts ça a fait, mais c'est d'une violence inimaginable, c'est d'une barbarie sans nom. On peut penser à cette femme qui se fait, une femme que même pas une cathare d'ailleurs, qui se fait violer par tout un régiment de croisés, et puis qui se fait jeter dans un puits et qu'on balance des pierres dessus, Béziers, ils arrivent, ils tuent tout le monde, ils tuent même les chrétiens catholiques, ils arrivent, ils tuent tout le monde, voilà. Dieu reconnaîtra les siens. C'est une boucherie en fait. C'est même difficile à expliquer vraiment, tu vois. Et c'est là vraiment qu'il va y avoir un peu un wipe-out de cette civilisation occitane, tu vois, qui était culturellement, politiquement en avance en fait sur son temps. On va dire que c'était l'Occitanie médiévale, c'est la région parmi les plus civilisées d'Occident en fait. Beaucoup plus que la France du nord de la Loire, tu vois. Le niveau d'égalité, le niveau d'alphabétisation, le niveau culturel, le niveau artistique, le niveau de tolérance, les droits des minorités
est plus élevé que la moyenne et qu'ailleurs, et que surtout que la France mérovingienne, en fait. Enfin, à l'époque, la France capétienne. Et puis, tu vois, au départ, c'est une croisade qui est plutôt lancée par l'Église. Le roi de France, il ne suit pas spécialement. On est à l'époque de Philippe Auguste. Il a une espèce... Lui, il est en guerre contre l'Empire Plantagenet. Il doit repousser, bataille de Bouvines. Mais à un moment, quand il commence un peu enfin à être tranquille, bah, en fait, il va utiliser cette croisade et la déstabilisation politique que ça a produit pour annexer la région, parce que le Languedoc, c'est hyper stratégique, c'est l'accès à la Méditerranée, c'est les Pyrénées, t'as des mines dans les... Enfin bref, tu vois, pas besoin d'argumenter pourquoi c'était cool d'annexer ça, quoi. Et là, vraiment, tu vois, et si tu veux, ce traumatisme un petit peu de l'annexion du Languedoc du XIIIe siècle, depuis, elle est assez restée, tu vois, le Languedoc et l'Auvergne, qui était vraiment vachement sous l'influence des régions visigothiques, puis du royaume de Toulouse, et de la Catalogne, et même du royaume d'Aragon. Tout ça, c'était un petit peu la même civilisation, en fait, hein, tu vois, les mêmes traditions. Ils ont résisté longtemps à la centralisation monarchique et au pouvoir royal. Encore au XVIIe siècle, là, on rejoint des trucs, on rejoint l'époque moderne et la période que je traite dans mes articles et que je raconte. T'as le duc de Montmorency qui fait carrément une tentative de sécession du Languedoc, tu vois, et qui terminera... Richelieu lui enverra une armée, il terminera décapité à Toulouse, et ça c'est un traumatisme à l'époque pour les Occitans. Tu vois, il est toujours considéré d'ailleurs aujourd'hui un peu comme un personnage, un héros et un martyr en fait. Un peu comme tous les grands seigneurs En fait, les seigneurs au départ, ils sont obligés d'intervenir dans la croisade des Cathares contre les Albigeois, parce qu'en fait, à cause de la violence qui se passe, parce qu'en fait, ils comprennent que les gars, les croisés qui arrivent, sous prétexte de mettre au pas des hérétiques, en fait, vous brûlez, vous pillez, vous violez, vous détruisez tout, en fait. Mais non, en fait, je suis seigneur, donc ils vont protéger les Cathares, puis à un moment, en fait, ils vont dire, mais en fait, on va se défendre. Tiens, le comte de Toulouse, c'est un peu ça, Raymond de Toulouse, tu vois, bon, les gars, on lui envoie ça, le pape l'excommunie, tu vois, il finit par se faire excommunier, mais en même temps, vous m'envoyez des espèces de skinheads qui détruisent tout, et moi je suis censé rester là sans rien faire, quoi. Il faut voir aussi à l'époque le principe de la croisade, tu vois, on dit à des gonzes, si tu vas là-bas, t'as le salut. Même pas besoin de te faire chier aller à Jérusalem et de faire 3 mois de bateau. Tu vas là-bas, tu butes de l'albigeois, paradis, mon gars. Bon bah... Du coup, ça, c'est un peu ce qui a signé la fin des Visigoths, quoi. De ce qui est resté, on va dire. Là où les théories sont un peu les plus spéculatives, en tout cas, mais c'est là que je renvoie vers, je trouve, un travail remarquable, beaucoup mieux qu'Oleg de Normandie, Oleg de Normandie et sa théorie des Vikings. Même s'il relève des choses qui sont pas inintéressantes sur les runes qu'on peut trouver dans les cathédrales, parce qu'à un moment, faut arrêter non plus de dire que c'est juste des ornements et que c'est un hasard. Il y a des endroits clairement... Enfin, à un moment, c'est quand vous y connaissez en mythologie nordique et runologie. Moi, je suis je suis pas un expert sur le sujet, mais clairement, à un moment, vous pouvez pas dire que ça n'a aucun espèce de rapport et que c'est un putain de hasard, quoi. Bon, de toute façon, les cathédrales, elles ont pas grand-chose de catholique, hein. C'est comme les Vierges Noires, hein, culte des sources, de l'eau, des puits souterrains sous la terre. Vous m'expliquez ce que c'est de catholique, hein. C'est du bon vieux culte de la déesse mère, tu sais, remaquillée. C'est la Vierge Noire, c'est Isis, c'est la déesse mère, quoi. C'est ce que tu veux, hein. D'ailleurs, il y a même des endroits, à l'église de Saint-Germain-des-Prés, tu avais encore une statue d'Isis jusqu'au XVIe siècle à l'intérieur, hein. De toute façon, vous avez toujours cette légende, mais c'est les abbés eux-mêmes qui vous disent « Ah, notre abbaye, elle a été construite. Avant, il y avait un temple d'Isis ici. » Alors, est-ce qu'avant, il y avait un temple d'Isis d'en dessous, ou est-ce que même l'endroit, dans les pierres, avant, ça n'a pas été même carrément ça, le temple d'Isis, qui a après été retravaillé et christianisé? Pas impossible, hein. Ouais, et donc la théorie sur les Visigoths... Là, il faut connaître un peu la mythologie nordique. D'après la théorie, quand je vous dis que les Visigoths ne seraient pas issus de Scandinavie et du Nord, mais ils seraient passés, et du coup c'est les Visigoths qui apporteraient la mythologie nordique, qui a de grandes ressemblances avec les Eddas et le Védique, hein. On peut considérer que c'est presque plus ou moins un peu les mêmes dieux, et ça se ressemble beaucoup, quoi. Ils apportent ça du coup en France. Odin, Wotan, Odin avec ses corbeaux, et puis toutes ces figures, vous regardez le bestiaire médiéval, il est très riche dans les églises, regardez le bestiaire fantastique que vous avez, le nombre d'animaux, de figures mythologiques que vous avez, c'est pas très chrétien tout ça, c'est pas très catholique tout ça, alors c'est païen. En fait, puis les Visigoths, quand ils arrivent, il y a aussi le celtisme, il y a encore les traditions celtes et la religion celte, qui est vraiment là pour le coup une religion vraiment de beaucoup des sources, des énergies telluriques, avec toute une cosmogonie, on n'a pas parlé, mais en termes d'astrologie, ces gens-là avaient des visions. Je vous disais que
un historien, enfin un proto-historien grec écrit que les Visigoths, le soir, après le combat, quand ils posent bouclier, qu'ils ont un peu de temps, ils étudient l'astronomie. Ces gens-là avaient une vision très riche et très élaborée de la cosmologie, des étoiles, des constellations, du zodiaque, des grands mouvements des astres, des phénomènes célestes. Et d'ailleurs, dans les runes, il y a toute une riche symbolique autour de ça. On a un objet archéologique remarquable qui résume tout ça, qui s'appelle le coffre de Franck, qu'on a trouvé à Ozon. C'est un coffre gravé sur un os de baleine. Sur ce coffre, c'est un truc unique. Tu as de représenter à la fois un endroit, tu as l'adoration des mages, avec Jésus et tout, mais un petit peu modifié quand même. Un autre endroit, tu as une scène de je sais plus quel dieu nordique, enfin un truc qui vient que tu retrouves dans les Eddas islandais, enfin, les Eddas qu'on a trouvés en Islande, donc t'as une scène de la mythologie nordique sur le même truc. Hein. Et encore un autre endroit, tu as Romulus, Rémus et la Louve. Donc en gros, tu as résumé en un truc le syncrétisme et la synthèse des traditions et différentes religions qui s'est fait dans cet endroit-là, par cette civilisation-là, en tout cas par des gens, tu vois. C'est-à-dire que des gens qui, en même temps, ils reconnaissaient Jésus, pas forcément comme Dieu, mais comme étant, si tu veux, un Az. Alors Az, c'est le nom des dieux, c'est le nom de la grande famille des dieux dans la mythologie nordique, on appelle ça les Az. Voilà, pour eux Jésus était un Az, était un être effectivement divin, un être initié, parmi d'autres en fait. Et puis à certains niveaux, en fait, un certain niveau, on va dire, d'initiation ésotérique, tu vois, tu comprends que les gens, ils ont des noms différents pour désigner les mêmes choses. Tu vois qu'en fait, ton Dieu et mon Dieu, en fait, si on creuse un petit peu, en fait, c'est les mêmes. Mais du coup, par rapport à ces Visigoths qui est en Occitanie, ils se seraient petit à petit dilués en fait dans toute la France et ils seraient notamment derrière la construction de beaucoup de cathédrales. Tu as une Bible qui est la première Bible qui écrit justement, qui traduit la Bible en gothique, en runes. Après, tu avais beaucoup de bâtisseurs par là. Alors, on va pas rentrer dans le débat, mais tu avais vraiment des confréries, le proto, les ancêtres de ceux qui seront les compagnons au Moyen-Âge, en fait, qui étaient très présents dans toutes ces régions-là. Et ces gens-là, tu sais, la confrérie, les bâtisseurs, ça a toujours été un peu des confréries initiatiques, tu vois, c'est des gens qui avaient leur langage, qui étaient des initiés, qui pouvaient se déplacer comme ils voulaient, tu sais, qui avaient un peu des droits spéciaux, parce que c'était des gens très qualifiés dont on avait besoin, mais ils avaient, comment dire, ils avaient leur propre tradition, c'était presque un peu comme une espèce de peuple à part, en fait, presque une mini-civilisation à part. Et eux ont été très proches des Goths, en territoire goth, et donc peut-être que eux ont été pénétrés et infusés, si tu veux, par cette religion en pratique des Goths, cette religion gothique, donc nordique, pour dire ça comme ça, enfin pour que les gens voient de quoi je parle, et qu'après, eux-mêmes, quand ils ont commencé à faire des églises, ça a été les gens qui ont été appelés pour faire les églises romanes, puis les églises gothiques, et ben en fait, ils ont partagé là-dedans un petit peu, justement, une partie de ce panthéon et de cette religion auquel ils croyaient, mais en même temps qui reconnaissaient aussi le christianisme. En fait, c'est un truc qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, tu vois, parce qu'on est presque un peu, on est dans un monde un peu binaire aujourd'hui, t'es ça et t'es pas ça. Alors qu'on peut être ça et ça. Tu vois, pour des gens, je pouvais être chrétien, arien, et mes traditions, mes as, Odin, etc. Je peux avoir les deux en même temps, en fait. C'est pas fromage ou dessert, en fait. Tu vois. Et puis après, tout ça est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, tu vois. Et puis, à l'époque, même à l'époque où on bâtit des cathédrales, il faut arrêter de penser que 100% des Français sont des espèces de catholiques bigots qui vont à la messe, Et faut rappeler aux... Enfin, arrête, je reste devant le micro, je m'excite tout seul. Les gens ne savaient pas lire. La Bible était en latin. Et la Bible, les gens n'avaient pas le droit de la lire. Il y a même des endroits où c'est écrit que c'est interdit aux gens de pouvoir apprendre le latin. C'était réservé vraiment qu'à une certaine élite aristocratique. On ne voulait pas que les gens lisent la Bible et savent ce qui était écrit dans la Bible. C'est les protestants qui vont démocratiser finalement la lecture de la Bible et la connaissance en fait de la Bible en la traduisant en langue vernaculaire. Parce que pour les gens, une Bible en latin, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez pas lire et de toute façon, vous parlez pas le latin. C'est autre chose à foutre d'ailleurs. Donc en fait, voilà, si vous voulez, les gens ils vont à la messe, mais la messe c'est aussi on est dans l'époque des communautés villageoises, c'est aussi le lieu de rassemblement, c'est le lieu où se prennent des décisions, c'est le lieu où se réunissent les confréries. Il y a plein de fêtes, vous regardez même encore au 14e siècle, on a encore les messes célébrées, une messe célébrée par un âne, les fêtes des fous, c'est des trucs, mais regardez aujourd'hui, c'est païen c'est païen de chez païen. Mais c'est pour ça le christianisme, il n'est pas, comment dire, la religion catholique vraiment n'est pas si hégémonique que ça. C'est ce qu'on appelle la tradition. Ils sont chrétiens, mais ils ont encore leur truc traditionnel.
Après une énième surchauffe de la caméra, on va conclure sur notre histoire des Goths. Je pense vous avoir assez bien montré avec tous ces développements à quel point effectivement les Visigoths, les Goths, la culture gothique n'est pas juste, mérite un peu plus qu'une flèche sur une carte et que c'est pas un peuple barbare parmi d'autres et que voilà, parce qu'on les étudie en fait, c'est juste des noms qui sont mis à la même importance que quand on va parler des Burgondes, des Vandales, des Alamans, etc. Bon, évidemment pas les Francs. Je pense vous avoir montré qu'effectivement, les Visigoths ont eu presque autant d'importance que les Francs, et même si la France est devenue française, par exemple dans les valeurs républicaines et dans le fonctionnement, et alors les valeurs républicaines ça veut pas dire grand chose, enfin tout dépend ce qu'on met derrière, mais dans la République un peu moderne et dans certaines valeurs progressistes qui sont mises derrière, finalement il y a pas mal de choses qui étaient déjà présentes dans ce royaume et cette civilisation visigothique du haut Moyen-Âge, et qui a beaucoup inspiré, qui a laissé un héritage finalement très culturel, intellectuel, spirituel, mais même aussi architectural. Mais finalement, c'est peut-être ils méritent bien leur nom d'oublier de l'histoire, au sens où ils ont une énorme postérité, mais quelque part, elle ne leur est pas attribuée, voire même elle leur est volée ou elle est attribuée à d'autres, alors que finalement, regardez tout ce qu'on leur doit, regardez ce peuple qui n'est resté qu'un siècle finalement, ce royaume visigothique n'a existé qu'un siècle en France, enfin, si j'accepte la Septimanie, mais globalement, et regardez l'héritage monstrueux qu'il a laissé, et regardez le caractère brillant de cette civilisation. Et là, on n'a même pas parlé, mais si vous allez dans des musées, allez même par exemple au musée de Cluny à Paris, vous pourrez voir un bout du trésor de Pétro-Hazard, ça a été découvert près de Tolède, et c'est des couronnes et des bijoux, des colliers visigothiques de l'époque du royaume de Tolède, qui montrent le niveau d'orfèvrerie que ces gens-là avaient. Il y a des pièces, mais c'est pareil avec les Celtes, hein, vous regardez, en termes d'ornementation, enfin, vous aurez du mal à voir des barbares pour faire des choses aussi belles. Et c'est pareil sur notre aspect. Vous voyez, là, on a dit qu'ils s'étaient convertis à l'arianisme. Ça montre que les mecs, ils étaient quand même assez gratinés du ciboulot, parce que l'arianisme, intellectuellement, c'est un équilibre très subtil. On va dire ça peut être choisi que par des jeux, c'est pas du tout un truc hyper simpliste, hein. Pour avoir choisi cette version-là et pas une autre, c'est vraiment que voilà, c'était quelque chose d'assez subtil, c'est sophistiqué en fait, si vous voulez, la philosophie et la spiritualité de l'arianisme. Donc le fait que les Visigoths aient choisi ça, c'était les Goths brillants, enfin les Goths savants, les Goths sages, hein. Et ces sages Goths, ces bons rois Visigoths, ils ont laissé, on parlera d'eux encore très longtemps. Et on se référera et on se proclamera, ça sera d'être de cette descendance visigothique encore jusque très très loin dans le temps. Voilà, comme je vous disais, jusqu'à Danton qui accuse Robespierre de vouloir établir une république de Visigoths, donc sous-entendu un truc trop démocratique, trop populaire, avec trop de droits pour le peuple peut-être. Voilà, donc je pense, après si ça vous intéresse effectivement, peut-être pour ouvrir et pour terminer en termes de biographie, vous avez en termes d'historien académique Bruno Dumézil qui a fait pas mal de conférences. Alors lui qui est plus spécifié de façon plus large sur on va dire le haut Moyen-Âge, les grandes migrations, donc ce qu'on appelle proprement les invasions barbares, et qui est quand même un très bon expert en même temps sur les Visigoths et les Mérovingiens, et qui montre d'ailleurs à quel point il y a une forme de continuité en fait entre Romains, Visigoths, Mérovingiens et Francs, et que c'est pas d'un coup les gens se réveillent et d'un coup boum, ils sont Mérovingiens, d'un coup boum, c'est Franc ici, c'est plus Romain, et puis boum après c'est Capétien, bon. Et voilà, faut plus voir l'histoire comme des frises avec des coupures, avec ça, et puis après on passe à ça. Voyez l'histoire comme des grandes dynamiques, comme un espèce de réseau, de rhizome, des centaines de dynamiques d'ordre économique, social, culturel, des lames de fond qui s'entrecroisent, qui se mêlent et qui de temps en temps se percutent et qui cristallisent en fait, qui précipitent. Et ça, c'est l'événement. Ça, c'est ce qu'on va retenir. Ça, c'est la date, c'est la bataille de trucs, c'est le couronnement de machin, c'est le concile de machin. Mais ça, si vous voulez, c'est que la face, c'est la cristallisation, la face émergée de grandes dynamiques, de grands mouvements de fond. Et c'est ça qui est le plus intéressant à étudier en fait, de voir de voir comment les choses apparaissent, réapparaissent, les formes de continuité. Il y a des ruptures dans l'histoire, hein, mais il y a beaucoup de... Et sachant que c'est voir de loin et aussi de très près, parce que là je pense que tous les détails qu'on a abordés aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été vraiment poussées, et je pense que peut-être que ça vous a un peu donné l'eau à la bouche, parce qu'il y a plein de choses que Arnaud a dit, et il aurait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, voir de très loin et de très près,
Et si jamais c'est une vision de l'histoire qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sachant que voilà, là, c'est notre première grande vidéo. Il y a plein d'autres vidéos comme ça qui sont prévues. Et je pense que on va peut-être teaser un peu les cathares, peut-être les cathares ou la gnose. Si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, ça fait pour la gnose. L'une intègre l'autre. Même visigo-cathare, hein, c'est difficile de parler. Après, la gnose, là, c'est vraiment... là, on parle de quelque chose qui relie, qui nous fera partir de l'Orient antique, qui peut nous amener, qui nous amènera jusqu'à la franc-maçonnerie et jusqu'à aujourd'hui. Il y aurait effectivement des choses à rétablir et à préciser, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur ça aussi. Notamment parce que la gnose revient beaucoup. Et plutôt de façon très négative. Oui, mais il y a aussi des gens qui se disent de spiritualité gnostique. Il y a des gens un petit peu qui savent pas bien mettre les choses en perspective et qui savent pas différencier les concepts ou des phénomènes ou des mouvements ou des spiritualités et ce que d'autres en ont fait. Spoiler, les francs-maçons n'ont aucun rapport avec les maçons. Ils ont récupéré une symbolique. En fait, c'est classique en fait de se prétendre d'une filiation, de dire moi je suis le descendant, je suis l'héritier d'eux, mais c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas parce que la personne a dit qu'elle est la descendante et qu'elle se place dans la filiation de trucs qu'il y a filiation objective. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et puis, comme tout, c'est complexe, c'est hétérogène. Il y a pas... La gnose, c'est une démarche en fait. Hein. C'est pas une secte avec des cagoules vertes sur la. Vous savez, tu sais, c'est dans Tintin, tu sais, dans les cigares du pharaon, t'as les espèces de gars encapuchés en violet. On a cette image des sociétés secrètes. C'est pas ça. Hein. Mais effectivement, effectivement, ce sera tout un sujet d'en parler. Qu'effectivement, il faut avoir conscience que tout ce qu'on dit, nous aujourd'hui, on vit à l'ère d'Internet, on vit quand même d'une grande liberté d'expression. Il faut voir que des choses qui, pour nous aujourd'hui, cassent pas trois pattes à un canard et on a le droit de croire et faire ce qu'on veut, à des époques, c'était pas possible. Et donc, là où vous voyez des sociétés secrètes qui font des rituels, qui font qui cherchent la pierre philosophale, vous avez des gens qui font éventuellement du développement personnel de l'époque ou qui font des croyances et des rituels à des dieux qui sont pas autorisés sur place, mais qui font partie de leur tradition. Et allez, nous, on fait ce qu'aujourd'hui, vous avez des temples bouddhiques en France. Aujourd'hui, Enfin voilà, faut toujours se replacer dans le contexte dans l'époque. Et arrêter aussi de plaquer un jugement, une mentalité moderne. C'est pas facile, mais il faut essayer de se projeter un peu dans la façon dont les gens pensaient, des mentalités de l'époque, et arrêter de juger et d'essayer de penser les gens avec des lunettes modernes en fait. Oui, on parle un peu de gnose à Arnaud et il ne s'arrête plus. Alors je vous dis juste un petit truc, beaucoup de choses que j'ai dites sont notamment, enfin ça c'est un des bouquins qui a avant servi de source à tout ce que je vous ai dit, je vous recommande. Mystère gothique de Gérard de Sède qui est très connu pour ses Templiers sont parmi nous et ses trucs sur Rennes-le-Château. Mais ça c'est un truc qu'il écrit beaucoup plus après et qui était travaillé. Et surtout le travail d'étude de l'étymologie, de la toponymie et des caractéristiques comparées de différents peuples est très intéressante. Et elle est un peu trop rare je trouve justement dans l'histoire alors que c'est tout ce qu'il y a de plus rationnel et scientifique comme démarche et c'est très sincère intellectuellement. Et puis voilà, j'ai cité Bruno Dumézil, et puis voilà. Oui, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, on vous mettra tout ce qu'on a utilisé en fait. Voilà, et puis allez en Occitanie, vous avez quand même quelques musées, alors il y en a plein qui sont en plus fermés pour travaux, mais à Narbonne, à Toulouse, il y a même, ça revient, hein. La réhabilitation des Visigoths a quand même été engagée et en cours, alors tout ça vient de l'Occitanie. Il y avait eu une conférence, une exposition qui a été fermée par le Covid, dommage, à Toulouse, justement sur les Visigoths qui disaient des trucs un peu qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc c'est la réappropriation culturelle est aussi en partie en train de se faire. Et là, c'est justement, on s'y réintéresse et c'est très chouette. Donc si vous allez aussi du côté de l'ancienne Visigothie, vous verrez quand même que là-bas, on en parle pas mal et il y a beaucoup de choses. Et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse, comme j'espère vous l'avoir un petit peu montré. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on espère une prochaine fois. À la prochaine.